אני חושבת שהפוטנציאל של הרצוג עם השותפים שלו הוא גבוה. הרצוג, רבותיי, הוא זה שירכיב את הממשלה הבאה. אני אקים ממשלה לאומית, אבל לצורך זה מוכרחים להצביע מחר. On se retrouve donc pour la suite de cette spéciale élection israélienne avec d'autres invités qui sont là. Ils sont déjà d'ailleurs en train de débattre. Je vais les présenter tout de suite. Nissim Zvili, bonsoir. Bonsoir. Ancien député travailliste. À côté de lui, Aviram Agolan, journaliste, écrivain. Bonsoir, merci bonsoir. À vous. Nous sommes également avec David Temstedt qui est porte-parole francophone pour le parti Chasse. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également à ses côtés, donc Amir Weitman qui est candidat sur la liste Likoud, qui n'est pas élu théoriquement d'après les projections ce soir, mais enfin, vous devez quand même avoir le sourire, puisque semble-t-il, et on va revoir les projections sorties des urnes, hein, donc, que l'on vous donne depuis maintenant un peu plus d'une heure. Vous allez revoir donc ce que donnent les trois principales chaînes israéliennes, et c'est assez cohérent dans l'ensemble. Seule la deuxième chaîne israélienne donne une avance d'un siège pour le Likoud, 28, 27 pour l'Union sioniste, 13 pour la liste arabe unie ou 12 selon les estimations, 11 ou 12 pour Yesh Atid de Yair Lapid, entre 9 et 10 pour Kulanu Moshe Karklon, Baïta Yehoudi qui apparaît en recul ce soir avec entre 8 et 9 sièges, le parti de Naftali Bennett. On va vous montrer la deuxième animation tout de suite qui concerne donc les autres partis pour constater donc que le parti Chasse est donné avec 7 sièges dans les trois estimations, le parti unifié de la Torah entre 6 et 7, 5 pour Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman et 5 pour le parti de gauche Meretz. Ce qui veut dire donc, d'après ce que l'on a analysé depuis tout à l'heure, que une coalition de droite est possible, semble-t-il, pour Benjamin Netanyahou, qui pourrait, on va employer le conditionnel, garder son poste, même si Yitzhak Herzog affirme qu'il y a moyen de constituer une coalition de son côté. Et on a vu également cette déclaration assez surprenante quand même du président Rivlin il y a quelques instants, qui lui estime que seul un gouvernement d'union nationale empêchera le démantèlement de la démocratie. Alors, Amir Weitman, pour le Likoud, vous avez l'impression que ce soir, quand même, Netanyahou a fait un sursaut par rapport à ce qu'on imaginait dans les derniers sondages. Écoutez, moi j'ai grandi en Suisse, alors à Lausanne on dit j'ai été déçu en bien. C'est l'expression consacrée. Alors oui, c'était une surprise. Je dois dire que franchement je ne croyais pas qu'on allait faire aussi bien. Je pense que beaucoup de monde au sein du Likoud ne croyait pas, mais ce qu'on a eu en fait dans les tout derniers jours de la campagne, c'est un véritable sursaut de la droite, du peuple de droite qui s'est rendu compte en fait qu'il y avait un véritable danger d'un gouvernement de gauche et donc qui retournait au Likoud. En particulier, on a eu beaucoup de gens qui étaient l'électorat du foyer juif de Bennett qui s'est joint au Likoud. Je pense que c'est ça un petit peu qui a poussé le Likoud. Tout l'affaiblissement de Bennett. Nissim Zvili, pour la gauche, pour le camp sioniste, l'union sioniste, c'est une déception ce soir? Je veux dire que ce n'est pas un sursaut de la droite, c'est un sursaut de Netanyahou. Parce que si on prend le bloc parlementaire de la droite israélienne aujourd'hui, comparé à ce qu'il y avait à la Knesset précédente, ils ont perdu 4 mandats. 4 mandats. Et le gauche ultra-orthodoxe et le bloc ultra-orthodoxe a perdu entre 4 et 5 mandats. Le bloc centre-gauche a gagné 3 mandats. Ça veut dire que quand on parle, peut-être on peut, vous savez, ça arrive dans la politique comme dans la vie, qu'on gagne une bataille, on perd, et on gagne une bataille et on perd la guerre. Ça veut dire que c'est possible qu'on sera incapable de créer la nouvelle coalition. Mais quand on analyse les résultats de ces élections, c'était une très grande victoire personnelle de Bibi Netanyahou, c'était un échec à la droite israélienne, c'était un échec au parti ultra-orthodoxe en Israël. Et maintenant, tout dépend de Karklon. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Parce qu'au niveau politique, il est un homme de droite, et au niveau social, il est un homme de gauche. Aviram Agolan, comment vous analysez ces résultats, qui sont serrés sur le papier, mais qui semblent donner quand même à Netanyahou un avantage ce soir? En effet, il faut avouer vraiment que c'est un grand succès de Netanyahou lui-même. Et c'est Netanyahou qui a changé tout d'un coup, dans quelques jours,
la carte politique, si vous voulez, mais pas vraiment changé. Ce qu'il a changé vraiment, et on peut dire, en attendant Netanyahou ce matin, on peut dire encore une fois qu'il a gagné avec la peur. La peur parce que qu'est-ce qu'il a dit pour convaincre les hommes, par exemple, les mandats perdus de Bennett? Il a dit il y a un grand risque que la gauche, avec les Arabes, gagne ou forme le gouvernement. Alors là, c'est encore une fois la peur et une certaine charisme qu'il a et que son opposant ne manque. David Tempsted, le parti chasse d'abord, vous êtes satisfait de ce résultat? Alors, satisfait, c'est un peu fort comme mot. Parce que vous perdez évidemment des sièges, puisqu'il y a eu une scission. Effectivement, il y a eu une scission qui était difficile, une campagne très difficile, une campagne qui a été personnelle, avec des dissidents, encore une fois, qui ont essayé de former un parti concurrent au parti chasse, en essayant d'utiliser l'héritage spirituel du rabbin Ovadia Yosef. Et apparemment, d'après les résultats qu'on a pour l'instant, en tout cas, sorti d'urne, ce parti ne passe pas le Achuz HaChasima, le seuil d'éligibilité. Donc le parti Yachad, effectivement, n'est pas comptabilisé dans les estimations. Voilà. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, donc effectivement, c'est une campagne difficile avec un concurrent. Comme chaque fois, on peut se rendre compte que les concurrents de chasse, les dissidents de chasse, ne passent pas le Achuz HaChasima. Et d'un côté, bien sûr qu'on est content du résultat de maintenir un parti chasse comme qui est fort. On a pour l'instant 7, peut-être demain matin 8 ou 9 sièges à la Knesset. Mais d'un autre côté, on est déçu effectivement que des voix probablement vont être perdues. Des voix de notre camp, du camp des juifs religieux, des voix du camp de ceux qui veulent ici un État juif, avec respect des règles de la Torah et que effectivement notre patrimoine et le judaïsme soient respectés en Eretz Israël. Donc il y a des voix qui sont perdues, probablement, et ça effectivement c'est difficile et c'est triste pour nous. Alors on continue de débattre de tout cela. C'est une très grande victoire d'Aryeh Deri de chasse, vraiment. Ça veut dire que c'est un conflit terrible au sein de son parti, c'est une très grande victoire. C'est une très grande défaite de Eli Shai personnelle, parce qu'il a choisi une voie qui était inconcevable pour une grande majorité de l'électorat de chasse. Et moi, personnellement, je suis très content que c'est Aryeh Deri et sa vision politique qui a gagné. Alors justement, on verra comment Chasse va se positionner maintenant, puisqu'il semble qu'il ait été appelé ce soir à la fois par Herzog et par Netanyahou, en tout cas pour les tractations. On va parler de tout cela dans un instant, et d'ailleurs de cette carte politique qui va se dessiner. Mais on va retrouver celui qui suit ce soir cette campagne grâce au hashtag notamment I24 Elections, si vous préférez, en tout cas, qui vous permet de réagir et de commenter à chaud ces résultats. C'est Rudy Saada, notre spécialiste réseaux sociaux, qui est dans la rédaction d'I24 News devant son écran toute cette soirée. Rudy, les réactions justement depuis la révélation des tendances? Eh bien, déjà peu avant 22h, Neiko, qui regarde la soirée électorale I24 News, se disait déjà fébrile, alors que Enzo Guetta, qui lui est partisan de droite, indiquait que pour lui, le duo Livni-Herzog représentait tout sauf une union sioniste. Alors, les résultats sont tombés et il y a eu, on peut dire, à peu près 2 phases sur ce hashtag I24 News élections. Pour Tavor, vu le résultat des élections, eh bien, on va devoir revoter dans pas longtemps. Et puis, on a pris les calculettes, on a écouté les experts qui sont sur votre plateau, Jean-Charles, et puis l'analyse a doucement changé. Gérard Youna dit que le peuple a parlé et que Bibi va rester. Et puis un constat qui a été fait aussi par Bernard Musicant avec un petit peu d'ironie. Il tweet ceci: regardez, Sarah Netanyahou aurait demandé si les bouchons de champagne sont repris à la consigne, en référence à la polémique sur l'argent des bouteilles consignées. Et puis au-delà du face-à-face Netanyahou-Herzog, Salomé Rainbow pointe du doigt un fait politique, c'est qu'avec 13 sièges, la liste arabe unie deviendrait la 3e force politique du pays, deviendrait évidemment. Donc voilà, vous pouvez continuer à commenter cette soirée électorale via le hashtag sur Twitter I24 News Election. Merci Rudy Saada, donc, qui nous donne tout au long de cette soirée ces tendances sur les réseaux sociaux. On va vous montrer également quelque chose qui va sans doute nous servir et ici aussi à faire avancer le débat tout au long de cette soirée. C'est d'avoir un petit peu les projections en termes de coalition à la Knesset après ces premiers résultats qui ne sont pas des résultats officiels mais qui sont simplement des tendances sorties des urnes. Qu'est-ce que cela pourrait donner donc
en termes de coalition à la Knesset et donc de majorité. Alors on va voir cela avec un premier scénario qui va vous être présenté à l'écran et qui va vous permettre d'imaginer à quoi pourrait ressembler donc une coalition qui pourrait donc se conduire à gauche. Et donc si, par exemple, le président Rivlin décidait d'appeler Herzog à former un gouvernement, donc avec le centre-gauche et qui se composerait donc de l'Union sioniste, de Yesh Atid, de Kulanu, de Meretz. Voilà donc ce que cela pourrait donner. Vous voyez que ça reste très compliqué. D'autres scénarios maintenant qui vont s'afficher à l'écran. Donc c'est en rouge qu'il faut regarder évidemment principalement. Et puis tout ce qui est en la partie grise, eh bien c'est l'opposition. Vous voyez que 27 sièges pour l'Union sioniste, 12 pour Yesh Atid, 9 pour Kulanu, 5 pour Meretz. Voilà donc à quoi pourrait ressembler une majorité conduite à gauche. On va essayer de voir maintenant à droite parce que c'est peut-être ce vers quoi on s'oriente maintenant, avec donc là une majorité qui serait emmenée par Netanyahou et par le Likoud, et puis sans doute par les partis religieux. Si on peut voir cette animation à l'écran, on va vous la montrer dans un instant, qui est peut-être d'ailleurs le scénario vers lequel on se décide maintenant. Voilà, parti donc qui composerait cette coalition, le Likoud, le foyer juif, Kulanu de Kahlon, et puis à la fois Chasse, le parti unifié de la Torah et le parti d'Avigdor Lieberman. Voilà donc à quoi pourrait... Non, il a 5 mandats dans le sondage, vous avez raison de le corriger. 5 mandats dans les estimations. Est-ce qu'on peut avoir, à votre avis, ce soir, une vision de ce qui va se passer, Nissim Zvili? Est-ce que Rivlin est forcé d'appeler Netanyahou, ou est-ce qu'il a très envie peut-être de faire jouer la carte de l'Union nationale? Je dirais que malgré la victoire de Yitzhak Herzog, d'arriver à 27 mandats, c'était énorme quand il a commencé avec 21, je crois que les meilleures chances de créer une coalition gouvernementale, c'est les chances de Bibi Netanyahou. J'espère encore que Chasse et Kulanu ne sont pas dans la poche du Likoud. Je crois qu'il n'y a aucune raison de se trouver dans cette poche, parce que le gouvernement du Likoud a mené une politique antisociale très claire, mais vraiment très claire. Et je crois que si aujourd'hui ces deux partis prendront en considération la possibilité de créer une coalition avec un parti politique qui a une tendance sociale beaucoup plus importante dans sa plateforme politique, je ne suis pas sûr que ça va arriver. C'est difficile parce que Aryeh Deri a promis à son électorat de recommander Bibi Netanyahou comme Premier ministre. Kahlon ne l'a pas fait, mais c'est clair que sa tendance, au niveau politique au moins c'est une tendance de droite. Je dirais que Herzog est capable de faire des miracles, mais c'est pas très encourageant. Elvira Magolan, vous n'y croyez pas non plus à la coalition? Non, je pense qu'on est bloqué de deux côtés. Et même Netanyahou, s'il va former un gouvernement de droite, comme il dit, un gouvernement national, il l'appelle un gouvernement national, lui aussi, lui-même, je pense, connaît les difficultés qui peuvent arriver de ce genre de gouvernement. En tout cas, je pense que tous les gouvernements formés maintenant vont rassembler, vont être avoir une ressemblance incroyable au gouvernement qu'on avait, avec les mêmes problèmes de difficultés entre les petits partis, avec les problèmes sociaux, parce que maintenant, il paraît qu'il n'y a pas de problème avec les Palestiniens, que tout va bien. On ne sait jamais, mais les problèmes sociaux, le point de vue de Chasse d'un côté, le point de vue de Kahlon de l'autre côté, qui va être le ministre de Trésor quand même. Alors, il va faire quoi avec Netanyahou, le néolibéral Netanyahou comme Premier ministre? Ça n'a pas allé la première fois. Alors comment ça va marcher avec Aryeh Deri qui a beaucoup plus d'expérience à la politique
si on compare Aryeh Deri à Kahlon est trop faible. Alors, justement, David Temstedt, c'est vrai que on s'attend à ce que les partis orthodoxes qui sont rappelés à soutenir Netanyahou demandent évidemment des contreparties. Ça veut dire que vous allez, par exemple, demander le retrait de ces lois qui ont été votées par le précédent gouvernement sur la conscription des juifs orthodoxes pour le service militaire? Oui, alors ça c'est clair. Netanyahou s'est déjà engagé à effectivement faire annuler ces lois de sanctions pénales pour ceux qui décident d'étudier la Torah à plein temps et de continuer donc dans leur étude de la Torah, dans les yeshivot. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que même Yair Lapid lui-même a prétendu dans les derniers jours de la campagne que ce n'était pas lui qui avait fait voter ces lois. Alors on ne comprend plus très bien qui était à l'origine de ces lois. Mais en tout cas, je crois que Bougie Herzog, Netanyahou, tout le monde s'est engagé finalement à revenir sur ces lois qui sont des lois scandaleuses, ce sont des lois qui ont poussé finalement le public orthodoxe dans ses retranchements. Et effectivement, tout le monde a compris que la place des partis religieux est dans le gouvernement pour l'équilibre de toute coalition, telle qu'elle soit. Avec Bennett? On verra, tout est ouvert. On sait que ce soir, effectivement, le président Netanyahou a appelé Parce que Aryeh Bennett Deri. faisait partie de cette loi. Il revendique aussi avoir voté cette loi aussi, avoir fait voter cette loi. Bennett a soutenu a soutenu, il prétend aujourd'hui qu'effectivement il était forcé par Yair Lapid, qu'il a été finalement entraîné dans un courant qu'il n'a pas su maîtriser et que lui-même il finalement regrette aussi cette loi, même si effectivement il y a débat sur effectivement son positionnement sur l'avenir. Bon, c'est très intéressant ce qui va passer avec Yair Lapid maintenant, il pensait devenir... Qui peut ne pas être retenu dans la coalition, il n'en a pas forcément besoin. Yair Lapid a parlé comme le prochain Premier ministre. Maintenant, il a perdu sa force, en effet. Amir Weitman, sur cette coalition finalement que Netanyahou va former avec les partis religieux et avec sans doute Kahlon, il aura besoin des deux. Non, je pense que la clé de toute manière, c'est clair, c'est Kahlon. Parce qu'il y a quand même une alliance politique historique de très longue date, maintenant depuis bientôt 40 ans, entre le Likoud et les partis les ultra-orthodoxes, qui a été brisé deux fois, une fois sous le gouvernement Sharon en 2003, une fois maintenant sous le gouvernement sortant. Mais enfin, grosso modo, la préférence du Likoud a toujours été d'aller avec les partis ultra-orthodoxes. Donc on peut penser que cette préférence va continuer à se manifester, tel que Netanyahou l'a dit. Alors, évidemment, la question c'est Kahlon. Est-ce que Kahlon va accepter de rentrer dans un gouvernement de droite ou non? Parce que s'il n'accepte pas, en fait, il force le pays à un gouvernement d'union nationale. S'il accepte, alors on a une bonne chance d'avoir un gouvernement de droite, mais d'un autre côté, ça restera un gouvernement de droite quand même assez serré. On ne sait pas exactement combien de mandats, ça peut faire 62, 63, 64, 65. Ça, il faudra attendre les résultats définitifs pour pouvoir savoir exactement. Mais ça reste un gouvernement assez serré. Il faut aussi savoir que Kahlon n'est pas du tout quelqu'un de gauche, non seulement pour les questions politiques, même pas pour les questions économiques. Il a parlé sans arrêt de compétition, etc. Donc c'est exagéré de le considérer comme étant quelqu'un de gauche. En Europe, il serait considéré comme étant plus ou moins une droite libérale. Maintenant, la question, c'est que le parti de Kahlon n'est pas du tout un parti comme le parti de Lapid, par exemple. C'est un parti qui est beaucoup plus hétérogène. Il y a au sein du parti, le numéro 2 de Kahlon, c'est l'ancien, c'est Galant, qui est presque devenu le chef d'état-major de l'armée, qui, lui, est quelqu'un beaucoup plus ancré à gauche. Il y a des gens au sein de son parti comme Rachel Azaria qui ont des positions aussi. Donc ça va être beaucoup plus difficile à... Ça mobilise la gauche à Israël, hein? Non, ça mobilise... oui, mais enfin, il y a aussi des gens de droite sur chez Lapid. Par rapport à Galant, Meretz Seou, c'est Arctique. Je sais pas, probablement. Mais je pense que ça va être simplement un parti. La question qui va se poser, c'est vraiment à quel point est-ce que Kahlon va vouloir rentrer dans ce parti, puis ensuite à quel point il pourra contrôler ses troupes. Par exemple, Lapid a montré ces 2 dernières années une étonnante capacité de contrôler les membres de son parti. Personne n'a osé lever le petit doigt contre Lapid. Alors évidemment, ensuite, qu'est-ce qui va devenir l'avenir politique de Lapid? Est-ce que dans l'opposition, est-ce qu'il va être capable de conserver une certaine force, ou est-ce qu'il va finir par s'effilocher comme ça progressivement? Tout ça sont des questions qui sont très ouvertes. Mais en toute sincérité, c'est extrêmement difficile d'apporter des réponses. Lapid, ça a été un grand dégât de la gauche.
pour la Alors, gauche on va aller israélienne. au quartier du général du Likoud à Tel Aviv, retrouver Cyril Amar qui est avec peut-être des invités. En attendant l'arrivée de Netanyahou, on annonce également dans quelques instants un discours, le premier discours d'Yitzhak Herzog. On vous fera vivre tout cela en direct. Cyril Amar, vous êtes au quartier général du Likoud, c'est toujours la joie qui domine? Ah oui, c'est toujours une joie immense ressentie ici au parc des expositions à Tel Aviv. Une joie qui refuse de retomber. Hein. Les militants se tombent littéralement les uns dans les bras des autres. Les drapeaux flottent très haut. On entend ici les chansons orientalo-méditerranéennes si chères à l'électorat traditionnaliste et populaire du Likoud. Donc c'est une ambiance de fête littéralement ici. On crie victoire, une victoire contre toute attente, a dit Benyamin Netanyahou, lui qui a réussi à resserrer l'écart face à Yitzhak Herzog. Va-t-il réussir à former une coalition? On en est persuadé. Et c'est la question que je vais poser ici ce soir à Michael Ev. Vous êtes militant francophone du Likoud. Vous représentez également le parti au sein de la commission électorale centrale qui fera le dépouillement des voix des militaires demain, si je ne m'abuse. Est-ce que vous êtes soulagé ce soir, Michael Ev? Oui, nous sommes tous soulagés ce soir. Bien évidemment, pas seulement pour le parti, mais pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez eu chaud? Benyamin Netanyahou a eu chaud finalement? Ah oui, on a eu très chaud. On a eu très chaud. Israël a eu très chaud. Israël face à ses ennemis, Israël face à ses défis sécuritaires, mais aussi économiques et sociaux. Alors pourquoi vous criez victoire ce soir, puisque les sondages vous donnent au coude à coude avec l'Union sioniste, la liste de centre-gauche? Pourquoi vous êtes si convaincu d'une victoire et que vous serez capable de former la prochaine coalition? Parce que quand on fait les comptes, on se rend compte qu'il est beaucoup plus aisé pour Benyamin Netanyahou que pour Herzog de former un gouvernement, si tant est même qu'il soit possible à Bougie Herzog de former un gouvernement. Ça ne nous semble pas possible. Donc ce soir, c'est la victoire du camp national. Pourtant, si on regarde les chiffres, le bloc de droite s'est quand même réduit. Le parti Yachad d'Eli Ishai n'a pas réussi à franchir le seuil d'éligibilité. Pour le moment. Tous les yeux sont rivés aujourd'hui, ce soir, vers Moshe Kahlon, ce transfuge du Likoud. Il a pour l'instant annoncé qu'il attendrait les résultats officiels avant de se prononcer pour un soutien à l'un ou l'autre des candidats. Vous êtes confiant? Oui, nous sommes confiants, d'autant que demain soir, on va procéder au comptage des votes des militaires. Et nous avons pour habitude que ce vote renforce le camp national. Maintenant, il s'agit d'un sondage de sortie des urnes. C'est pourquoi, en homme politique aguerri, Moshe Kahlon souhaite attendre le résultat final et officiel de ce vote, de ce scrutin. Il a raison, on n'est pas à un jour près et c'est bien comme cela. Voilà ce qu'on pouvait dire, Jean-Charles, ce soir en direct du QG du Likoud. On attend d'ici une petite demi-heure l'arrivée du premier ministre Benyamin Netanyahou qui doit prononcer un discours très attendu ce soir dans une nuit qui pourrait être très très longue. À vous l'antenne. Merci Cyril, à tout à l'heure évidemment pour le discours de Netanyahou. À propos de ce rejet annoncé de Netanyahou, comment vous expliquez finalement qu'on ne le retrouve pas? Parce qu'on a dit quand même ici en Israël pendant des semaines qu'il y avait une volonté de changement, que Netanyahou c'était fini. Et finalement on ne le retrouve pas ce soir dans les résultats qui ne sont pas officiels mais qui sont quand même des sondages sortis des urnes ici. Je crois que pendant la dernière semaine, Netanyahou a réussi à faire passer un message à la droite israélienne que si ce n'est pas lui qui sera le plus grand parti en Israël, la droite risque de perdre le pouvoir. Ça explique comment ça se fait que 4 mandats sont passés de Bennett à Netanyahou, 3 ou 4 mandats de Lieberman à Netanyahou. Ça explique comment il est passé de 21 à 27. Mais si on revient à la question que vous avez présentée aux représentants de Chasse, je dirais que je crois qu'il y a 2 personnalités politiques qui souhaiteraient voir la création d'un gouvernement d'union nationale. C'est Aryeh Deri et Moshe Kahlon. C'est complètement clair. Ouais. Ça veut dire que c'est dans leur intérêt d'essayer de mettre toute la pression nécessaire, et je crois qu'ils vont le dire dans leur rendez-vous avec le président de l'État. Ils vont renforcer la tendance de Rivlin lui-même en disant la vraie solution à long terme, c'est un gouvernement d'union nationale. Bon, ma
position personnelle était un peu différente, mais je crois que c'est vraiment dans l'intérêt de Arie Deri et de Kahlon de proposer un gouvernement d'union nationale. Ouais, je ne suis pas sûre que ce n'est pas l'intérêt de Netanyahou non plus. Hein, parce que je pense que ce qu'on a vu de Netanyahou pendant ces dernières semaines, ce n'est pas le Netanyahou que lui-même souhaite d'être. Ce n'est pas le Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, mais plutôt Netanyahou qui lutte comme un partisan de la droite extrême, de l'extrême droite. C'est Netanyahou qui a dit le matin qu'il y a des milliers des Arabes qui avancent dans des bus payés par des organisations. Ça, c'est du racisme. Voilà, c'est du racisme. Moi, je pensais vraiment tout d'un coup que même Marine Le Pen ne pouvait pas le dire. Ce matin-là, si elle disait une chose pareille en France aujourd'hui, c'était une catastrophe. Je pense vraiment, parce que je souhaite, je pense que Netanyahou ne veut pas être coincé ou continuer à être coincé comme un partisan de l'extrême droite. Alors, on continue à parler avec vous, mais on va se rendre tout de suite au QG de l'Union sioniste, car on attend d'une minute à l'autre l'intervention d'Yitzhak Herzog. On va retrouver Julien Baloul qui est sur place. Imminence de l'intervention du leader de l'Union sioniste, Julien. Oui, absolument. Je suis ici au QG de l'Union sioniste où Yitzhak Herzog est attendu d'une seconde à l'autre. Un peu plus tôt, la gauche a déjà revendiqué la victoire. Elle estime que le peuple a mis dehors les extrêmes, comme le parti Yachad de Eli Yishai, comme Lieberman qui se voyait déjà Premier ministre mais qui est tombé à quelques sièges, et comme Bennett qui est tombé à bien moins que ce qu'il avait actuellement. Maintenant, évidemment, la question c'est de savoir est-ce que la gauche va pouvoir constituer un gouvernement. C'est la question que nous posons ici ce soir à Daniel Sheikh. Bonsoir. Venez, rapprochez-vous, Daniel. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes un soutien de Tzipi Livni au sein de l'Union sioniste. Quelles sont les chances de Yitzhak Herzog et de Tzipi Livni de constituer un gouvernement face à la droite? La réponse honnête, c'est que personne ne peut le savoir. Il faudra véritablement attendre les vrais résultats d'abord, parce que à un score tellement proche, chaque petit mouvement peut changer des choses. Et surtout, je pense que nous en avons même discuté dans une de nos rencontres sur I24, Israël a pris de plein fouet la problématique de la proportionnelle intégrale. Vous avez ici un résultat qui n'en est pas un. Il n'est pas lisible, il n'y a pas de gagnant clair, il n'y a pas de socle clair pour une coalition cohérente. Et je pense que ça va durer de longues semaines avant qu'Israël verra un gouvernement. On ne sait pas que ça va être comme en 2009, c'est-à-dire Tzipi Livni légèrement en tête et finalement, au bout de 2 jours, on comprend que c'est Netanyahou qui est Premier ministre? C'est possible, parce qu'il ne suffit pas d'être en tête, il faut pouvoir composer une coalition. Mais il faut dire que l'un et l'autre n'a pas la tâche facile. Ce n'est pas que à l'époque, la situation que vous aviez citée tout à l'heure, elle était plus cohérente pour Netanyahou. Ici, il a gagné beaucoup de sièges pour lui, mais il a perdu des sièges de ses soutiens. Il a perdu des sièges de Naftali Bennett, il a perdu Yachad en tant que partenaire potentiel, et il est en fait avec un bloc qui a été amaigri. Et dans ce sens-là, je pense que la gauche peut revendiquer une certaine victoire ou un certain changement qu'elle aurait provoqué. Et c'est véritablement la baisse dans le bloc très clair et très victorieux traditionnellement de la droite. Est-ce que vous êtes d'accord, une dernière question Daniel, d'accord avec le fait que les extrêmes ont été mis dehors et c'est finalement les partis plutôt libéraux, laïcs qui ont été mis à l'honneur? C'est vrai pour la droite, ce n'est pas vrai pour la gauche. Je ne veux pas dire que Meretz est un parti d'extrême droite, d'extrême gauche, mais c'est quand même un parti qui a été menacé de disparition, justement si l'Union sioniste gagnait beaucoup de sièges. Et là est encore une certaine victoire. L'Union sioniste avec 27 sièges et Meretz qui se maintient avec 5. À droite, c'est certainement vrai. Et surtout, et ça c'est le seul avantage que je peux voir à ce résultat, un certain recentrement vers les grands partis. Les deux ont eu un score relativement élevé et j'espère que c'est une tendance qui va se maintenir au fil des années.
Merci beaucoup, Denis Eshek, ancien ambassadeur d'Israël en France. Voilà, Jean-Charles, on attend d'une minute à l'autre l'intervention de Yitzhak Herzog, qui va probablement revendiquer la victoire comme l'ont fait ses supporters il y a un instant. Merci Julien. On revient évidemment dès qu'il y a cette intervention. Est-ce que le parti chasse, David Semsted, a une préférence entre Herzog ou Netanyahou? Il y a une inclination vers l'un plutôt que l'autre ou pas du tout? Écoutez, Aryeh Deri l'a dit très clairement dans sa campagne, c'est qu'effectivement l'électorat de chasse est traditionnellement beaucoup plus proche du Likoud. Maintenant ici la question c'est pas de savoir effectivement est-ce qu'on est plus proche de Netanyahou ou de Herzog. La question c'est de savoir effectivement quel est le gouvernement qui sera le plus à même de mener une politique nécessaire pour le pays. Donc il y a des problèmes sociaux en Israël très forts, il y a des problèmes sécuritaires aussi qui sont forts. Est-ce que effectivement la question qu'on peut se poser, c'est la question je pense que se posera Aryeh Deri, le Rav Aryeh Deri, de savoir quel est le gouvernement qui est le plus à même d'être formé dans l'intérêt d'Israël et du peuple israélien. Alors justement, les dossiers sécuritaires sont revenus en force dans cette fin de campagne. Amir Weitman, notamment avec les déclarations de Netanyahou sur Jérusalem-Est et puis sur l'État palestinien dont il ne veut pas s'il est élu. Donc on peut s'attendre à ce qu'il mette en pratique ce qu'il a déclaré dans cette fin de campagne. Écoutez, c'est extrêmement difficile à dire parce que le Premier ministre d'Israël, d'ailleurs quel qu'il soit, ne travaille pas dans un vacuum. Il n'est pas tout seul, il est au sein d'abord d'un système politique israélien, ensuite du système politique international, avec tous les partenaires internationaux d'Israël, ensuite en face de l'adversaire partenaire palestinien, arabe, etc. Donc le Premier ministre israélien, quel qu'il soit, doit en fait jongler vis-à-vis de tous ces... De toutes ces composantes, et c'est pas toujours très très facile, et vous savez on peut dire quelque chose un jour et puis des fois le contraire un peu plus tard. On se souvient tous du discours que Netanyahou avait tenu à l'université de Bar-Ilan en 2009 où il avait accepté le principe de deux États. Ensuite il n'a d'ailleurs pas dit qu'il avait changé d'avis, contrairement à ce qui a été dit. Enfin, il a dit le contraire. Non, il n'a pas dit le contraire. Pour être très précis, il a dit que dans les circonstances actuelles, il ne pensait pas que c'était possible. Mais enfin, non, mais ce qu'il a dit vraiment cette semaine, c'est votez pour moi, pas pour Bennett, parce que moi c'est l'origine. D'accord, mais il a fait très attention dans ce qu'il a dit pour ne pas revenir complètement sur ce qu'il avait dit en 2009. Il avait dit que ce qu'il a dit d'ailleurs, ce qu'il dit depuis un certain temps, c'est que les circonstances par rapport à 2009 ont changé et que dans les circonstances actuelles, il ne pensait pas qu'il était possible de créer un État palestinien et qu'il ne voyait pas dans un avenir proche que ces circonstances puissent venir à changer. Maintenant, vous savez, les circonstances changent. Elles ont changé d'un côté, elles peuvent de son point de vue changer d'un autre côté. Ouais. Donc, je ne ferai pas trop attention de ce point de vue-là à des déclarations dans une direction ou dans l'autre. En revanche, je crois que ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas fait cette déclaration 2 semaines avant le jour des élections, parce qu'il y aurait eu un vrai débat. Parce que ce peuple aurait dû choisir entre un État binational et la création d'un État palestinien. Ce qu'il a fait, il a choisi de le faire à la dernière soirée des élections pour essayer de récupérer quelques votes de l'extrême droite, récupérer quelques votes de Lieberman. Et c'est une position. C'est vraiment, quand il y a des règles du jeu, c'est pas, je dirais que c'est pas une décision qui a été prise hier soir. Rien n'a changé entre le début de la campagne d'aujourd'hui. Daesh était existant, l'instabilité dans la région. Et s'il y aurait eu un vrai débat autour de cette déclaration, ça veut dire qu'il n'y a pas de droite et d'extrême droite. Il n'y a rien que d'extrême droite. Et que Netanyahou fait partie de l'extrême droite. D'après moi, ok, vous me dites ce que vous voulez. D'après moi, dans cette déclaration, Netanyahou s'est joint à la déclaration qui a été faite, et c'était leur politique déclarée. De Bennett, il a dit, moi, je ne permettrai pas la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Netanyahou a toujours dit, moi, je soutiens 2 États à 2 peuples. Il a changé, il a fait cette déclaration 24 heures avant la fin de l'année pour ne pas permettre un débat.
Parce que si ça aurait été le débat des campagnes, je sais pas de la campagne, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été le débat de cette campagne. Le débat de ces campagnes était social, était tout à fait social. Et c'est grâce à Kahlon et à Deri qui ont changé le débat en Israël. Ce qu'il a fait, Netanyahou, il a bougé, il a fait bouger la voix de... Russe et l'extrême droite, c'est clair. Voilà. Alors il a gagné. C'est comme ça qu'il a gagné. On va dire, pour une première fois en tout cas, on a entendu assez fortement ici des campagnes sociales et je pense que là-dessus, effectivement, Chasse a participé et je pense même à initier un peu cette campagne sociale avec sa campagne des shkoufim, des transparents, des 2 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, du problème du logement, de tous les problèmes et des engagements que Ariel Deri a donné, à savoir un salaire minimum de 30 shekels de l'heure, effectivement d'obliger dans les câblanim, les constructeurs, une partie des constructions de logements sociaux, 7,5%, beaucoup d'engagements sociaux, une campagne sociale très forte, avec l'appui de Kahlon. Effectivement, Netanyahou était obligé, à la fin de sa campagne, de premièrement revenir sur les problèmes sociaux et de sortir un peu du nucléaire iranien et ensuite effectivement dans les derniers moments de ramener des voix qui partaient chez Bennett en effectivement donnant l'impression au public et faisant peur en menaçant finalement par une victoire avec un écart important de Bougie Herzog qui entraînerait effectivement la possibilité de former un gouvernement de gauche avec d'autres petits partis. Et effectivement, Netanyahou, dans sa dernière ligne droite, a réussi à aspirer comme ça des votes qui partaient vers d'autres partis de la droite, à les ramener vers le Likoud. Et on peut dire là-dessus qu'effectivement, Netanyahou a bien terminé sa campagne et puis sort apparemment avec un résultat qui va sûrement lui permettre d'arriver peut-être à monter un gouvernement de droite avec peut-être Bennett, effectivement, les partis religieux, et puis Kahlon, s'il arrive effectivement à réunir tout le monde, ou bien sinon, en tout cas, un gouvernement d'union nationale avec Bougie Herzog. On verra ce qui va se passer. Tout est ouvert pour l'instant. Il faut attendre, en fait, les résultats définitifs. Mais ces deux options sont effectivement sur la table. Et, alors, le résultat... Le problème de 20% des Israéliens qui sont arabes, et qui ont un grand parti maintenant, un grand parti à l'opposition, mais il reste toujours, parce qu'on parle entre nous comme si c'était tout ce jeu de Netanyahou était, les Arabes étaient hors du jeu. Ils n'étaient pas hors du jeu. Il jouait un rôle très important et on peut demander qu'est-ce que ça va donner, un gouvernement des droites et d'extrême droite. Alors on verra d'ailleurs si ces partis arabes restent unis, ce qui n'était pas sûr du tout. Tout à l'heure on retrouvera Léa Berdigou, mais on va aller à Jérusalem, la Knesset, où Maxime Pérez suit bien les travaux de la commission centrale électorale depuis le début de cette soirée. Quels sont les derniers chiffres officiels qu'on peut donner, Maxime Pérez, à cette heure à Jérusalem ? Eh bien, peut-être le tout dernier chiffre atteint 71,8% de taux de participation. C'est plus 4% par rapport au dernier scrutin de 2013. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, ici à la Knesset, les membres de la commission électorale ont fêté cette victoire de la démocratie. Ils ont assez peu prêté attention aux résultats et à la lutte au coude à coude entre le Likoud et le parti travailliste. C'est un taux de participation assez important, l'un des plus importants même depuis plus d'une quinzaine d'années. Il y a eu près de 6 élections depuis les années 2000, depuis près de 6 scrutins. Donc c'est un score important, mais ça n'est qu'une partie évidemment du jeu démocratique. D'abord parce que les urnes continuent d'affluer ici à la Knesset en provenance de tout le pays, soit par véhicules blindés, soit par avions qui sont ensuite acheminés depuis l'aéroport Ben Gurion jusqu'ici, et parce que le dépouillement va encore se poursuivre tout au long de la nuit demain, et que les résultats définitifs ne seront annoncés que demain, et que bien sûr il faut en toile de fond signaler que d'intenses tractations vont se dérouler dans les prochains jours jusqu'à mercredi prochain, jusqu'à que le président d'État, Reuven Rivlin, ne s'entretienne un à un avec tous les partis qui ont donc obtenu ce soir des élus à la Knesset.
Merci Maxime Perez, donc en direct de la Knesset à Jérusalem. Cette déclaration de Reuven Rivlin tout à l'heure sur l'Union nationale, vous pensez qu'elle peut être contrecarrée ou est-ce qu'il peut effectivement décider, lui, de forcer un gouvernement d'union nationale? Bon, écoutez, en fin de compte, ce n'est pas le président qui décide. C'est les chefs des différentes formations politiques qui ont les cartes en main. Le président peut influencer, peut pousser, mais en fin de compte, ce n'est pas lui qui décide. Maintenant, on a entendu donc pendant la campagne des deux camps d'ailleurs un refus d'un gouvernement d'union nationale, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, les clés en réalité du gouvernement sont dans les mains de Kahlon. Essentiellement, si Kahlon refuse d'aller avec Netanyahou dans un gouvernement de droite, eh bien il y aura un gouvernement d'union nationale. Parce que ce sont grosso modo les deux options réelles qui sont aujourd'hui sur la table. On ne voit pas du tout un gouvernement. Il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale sans une rotation dans le rôle du Premier ministre. Alors justement, ça doit être clair. Herzog ne se rentrera jamais dans un gouvernement s'il n'y a pas une claire rotation. On n'en sait rien, hein. Donc ça c'est toujours bien de dire à l'avant. On peut toujours le dire. Ça a bien marché avec Peres et Shamir, incroyable, mais ça a bien marché. C'était dans les années 80, c'était une autre constellation et il n'y avait pas d'autre choix. Donc c'est très difficile de dire. Moi je propose simplement à tout le monde d'être très prudent parce que vous savez la politique, ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas toujours vrai le lendemain. Donc bon, restons prudents. A priori, mais je ne suis pas forcément en désaccord avec ce que vous dites. Je pense en effet que ça va être difficile pour Bougie Herzog, pour Yitzhak Herzog de rentrer dans un gouvernement sans accepter en fait de partager le pouvoir complètement avec Netanyahou. Netanyahou évidemment ne voudra pas un tel scénario, donc il est probable qu'il donnera à Kahlon à la fois le parti le ministère des Finances et enfin des ministères significatifs qui permettront à Kahlon d'avoir de l'influence. Bon, ça c'est l'idée, c'est probablement vers cette direction qu'on va, mais de nouveau on peut jamais savoir parce que les drames politiques, il y a encore maintenant, on va avoir 6 ou 7 semaines de tractation devant nous, c'est très très long, il peut y avoir différents rebondissements. C'est très difficile de dire dans quelle direction on va aller. A priori, on devrait avoir un gouvernement de droite, mais restons prudents. Voilà, c'est ce que je veux dire. Maintenant, j'aimerais quand même, si vous me permettez, réagir sur les déclarations du Premier ministre aujourd'hui par rapport aux Arabes, par rapport à tout ça. J'aimerais dire les choses très clairement. On a vu une campagne extrêmement agressive depuis maintenant 2 mois d'une organisation qui s'appelle V2015, n'est-ce pas? Victory 2015, Victoire 2015. D'accord? C'est une organisation qui est financée en toute égalité, hein, en fin de compte. Mais enfin, tout de même, c'est une organisation qui est financée par beaucoup d'argent qui vient de l'étranger. Je ne remets pas en cause la légalité. Non, mais je ne remets pas du tout mais ce que je veux dire simplement, c'est que cette organisation, entre autres, a en effet c'est fixé comme objectif de faire tomber le gouvernement du Likoud, le gouvernement de la droite, a mis des budgets quasiment sans précédent dans l'histoire d'Israël, et en particulier une partie du budget a été consacrée à permettre à des gens qui, dans tout un tas de groupes de la société israélienne, d'aller voter pour en fait augmenter le pourcentage de vote parmi les gens qui ne sont pas des likouniques, en particulier le vote arabe. Alors, c'est un fait. Alors, non, ensuite, non, c'est pas une légende. Mais vous dites n'importe quoi sur les Arabes. Les Arabes ne votent pas pour le Likoud, à ma connaissance. Et alors, c'est la démocratie, cette histoire. Mais il n'y a pas de problème. Mais simplement, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pas n'importe quoi. Des bus et des budgets pour faire voter les Arabes. L'objectif est de créer ce qu'on appelle un bloc qui empêche la création d'un gouvernement de droit. Pourquoi ce qui est permis aux colons n'est pas permis aux Arabes? Non, mais personne n'a dit que c'était illégal. Vous avez envoyé des colons de toutes les colonies, à Ashkelon, à Ashdod, à tout, sur le compte du gouvernement. Une petite minute. J'aimerais quand même terminer. Ok, personne n'a dit que c'était illégal, mais simplement ce que le Premier ministre a voulu dire, et il a raison. Excusez-moi, laissez-moi finir. Donc voilà, ce que le Premier ministre a voulu dire, ok, c'est que... Non, ce qu'il a dit, ça n'intéresse pas. Voilà, ce qu'il a dit très clairement, ce qu'il a dit et voulu dire, ok, c'est que en faisant augmenter
de manière significative. Non, ce qu'il a non, dit, écoutez, laissez-moi finir. Non, mais écoutez, comme il a fait dans la campagne de 95. J'aimerais beaucoup terminer ma phrase, d'accord? Je vous laisse parler, laissez-moi terminer. Voilà, donc le gouvernement, c'est que, exactement, juifs réévo. En d'autres termes, en augmentant le taux de participation des Arabes, on augmente le taux de participation de partis dont les intérêts politiques sont contraires aux intérêts de la majorité juive du pays. C'est tout. Et donc, par conséquent, c'est le devoir citoyen, contre la droite, de la droite et des juifs, le ministre de l'État d'Israël. C'est impossible qu'un premier ministre de l'État d'Israël, y compris les citoyens arabes... Personne, c'est pas une question... Excusez-moi. On ne peut pas accepter que des gens à la Knesset comme Hanin Zohabi, en l'occurrence, et des gens, des gens comme ça, et des gens de son parti qui sont des nationalistes arabes, d'extrême droite arabe. Mais il parlait des citoyens ils sont des citoyens, mais personne ne remet ça en cause. Il parlait des citoyens d'Israël, des voteurs. Il n'empêche que ces gens ont un agenda qui est dangereux pour les agendas de l'État d'Israël. Vous acceptez d'avoir Marzel dans votre coalition, ça c'est normal. Marzel n'est pas à la Knesset. Mais il n'est pas, mais s'il aurait été, il était membre de votre coalition et ça vous avez applaudi. Moi je n'aurais pas voté, j'ai pas voté pour son parti. C'est exactement ça. Merci Amir Weizmann. Il y a des propos de Netanyahou qui ont fait parler aujourd'hui et encore ce soir, qui continueront peut-être de le faire. Merci Nissim Zvili, merci Avira Magolal, merci à vous David Temstedt donc pour le parti Chasse, Amir Weizmann donc pour le Likoud. Donc on va dans un instant retrouver aussi les leaders de ces listes en direct pour les premières déclarations. On se retrouve juste après la pause. L'édition spéciale élection continue. אני חושבת שהפוטנציאל של הרצוג עם השותפים שלו הוא גבוה. הרצוג, רבותיי, הוא זה שירכיב את הממשלה הבאה. אני אקים ממשלה לאומית, אבל לצורך זה מוכרחים להצביע מחר. On continue cette soirée spéciale élection en Israël, donc en vous rappelant que des scores très serrés ont été donnés par les premières estimations tout à l'heure, mais donc théoriquement avec 27 sièges chacun pour le Likoud et l'Union sioniste, 28 peut-être pour le Likoud, 27 pour l'Union sioniste selon d'autres estimations. En tout cas, les premières projections semblent donner à Benjamin Netanyahou la possibilité de former une coalition de droite pour rester en place dans un premier temps, mais donc former le prochain gouvernement. On est dans ce studio toujours avec nos analystes Maison, Dror Even Sapir, avec Daniel Haïk que l'on retrouve, et puis deux députés français qui assistent aux premières loges donc à ces élections. Je salue Jean-Marc Germain, bonsoir. Député socialiste des Hauts-de-Seine, et Meir Habib, bonsoir. Député des Français de l'étranger pour l'UDI. Alors, avant de vous faire réagir l'un et l'autre à ces résultats qui sont encore partiels, on va retrouver Léa Berdugo qui est à Nazareth, au siège justement de la liste des partis arabes unifiés pour cette élection. Léa Berdugo, comment a-t-on commenté, quelles ont été les réactions ce soir, l'ambiance après donc ce qui semble attribuer 13 sièges à cette liste? Écoutez, tout d'abord, l'atmosphère était à la joie et à l'allégresse. Il y a quelques dizaines de minutes, on a vu tous les membres de la liste unis, main dans la main, sur l'estrade et assez contents du résultat qui a été donné. Toutefois, quand on entend ces leaders parler du résultat de ces élections, le résultat est beaucoup plus nuancé. Alors certains sont satisfaits de ces résultats, comme Ayman Odeh, la tête de liste, mais d'autres sont moins contents de ce résultat de 13 sièges. Comme par exemple Ahmed Tibi, numéro 2 de la liste, nous a dit qu'il n'était pas satisfait de ce résultat. Il a dit qu'il espérait que la société israélienne allait voter beaucoup plus massivement que cela. On a entendu également Hanin Zohabi dire que les Israéliens avaient le choix entre un gouvernement de droite, c'est-à-dire le Likoud, et un autre gouvernement de droite, c'est-à-dire l'Union sioniste, et qu'il n'y avait pas du tout d'alternative à Benjamin Netanyahou dans un
éventuel gouvernement de l'Union sioniste. Donc demain, dès que les négociations vont commencer, à mon avis, les problèmes ne vont pas tarder à arriver. Nous ne sommes pas à l'abri d'une éventuelle division. En tout cas, les discussions vont être âpres. Nous allons voir dès demain ce qu'il va se passer. Merci Léa Berdugo. On rappelle le chiffre qui sera quasiment officiel de la participation, 71,8 dans Reven Sapir. C'est un bon chiffre. Les Israéliens se sont mobilisés. Oui, il y a 2 ans, ils étaient près de 70% à avoir rempli leur devoir de citoyen. Donc c'est une nette progression du civisme en Israël. Donc on peut bien évidemment se réjouir. Alors après, on pourra se demander bien évidemment à qui cette hausse assez sensible de la participation au scrutin a profité. Ouais. Alors, dernières informations. Alors, des informations importantes qui nous viennent du camp de Moshe Kahlon. Moshe Kahlon, on l'a dit, risque d'être le faiseur de roi de cette élection, l'homme clé de ce scrutin. Il peut faire pencher la balance en faveur d'Yitzhak Herzog ou en faveur de Binyamin Netanyahou. Et il semble que dans l'entourage de Moshe Kahlon, on affirme qu'il est plus probable et les chances que Moshe Kahlon rejoigne le camp sioniste, c'est-à-dire le camp d'Yitzhak Herzog, sont infimes. Sylvain Shalom affirme que Kahlon ne rejoindra pas une coalition formée par Yitzhak Herzog. Donc tout porte à penser que Kahlon se dirige plus vers la droite que vers la gauche et que donc Binyamin Netanyahou peut avoir une coalition restreinte. Voilà, malgré donc les propos de Rivlin, le président qui souhaite un gouvernement d'union nationale. Mais alors, on n'en est pas encore là. Effectivement, le président aura un rôle déterminant au moment de la conclusion, de la publication des résultats définitifs. Lorsque le président va devoir entamer ses consultations officielles, il est probable qu'il convoque et Binyamin Netanyahou et Yitzhak Herzog, et il est possible qu'il essaye de leur imposer, ou peut-être pas de leur imposer, mais leur suggérer de former un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas un cas de figure impossible, mais il restera à voir, à déterminer qui l'emportera du Likoud ou des travaillistes, qui sera le parti dominant, mais en tout cas qui forme la coalition gouvernementale. Il semble clair que c'est Binyamin Netanyahou qui a la capacité de former un gouvernement restreint. Sans Moshe Kahlon, Binyamin Netanyahou n'a pas de gouvernement. Donc Moshe Kahlon est en mesure d'exiger le portefeuille ministériel auquel il aspire, à savoir celui des finances. Que Netanyahou lui avait déjà promis d'ailleurs avant même le scrutin. Alors justement, Meir Habib, Jean-Marc Germain, vos réactions, vous êtes 2 députés français, vous êtes là, on sait que vous êtes proche de Netanyahou, Meir Habib. C'est un soulagement pour lui ce soir, parce qu'on le disait quand même distancé dans les sondages ces derniers jours. Disons que j'ai eu le privilège, Netanyahou est mon ami, c'est un secret pour personne. Ce qui est d'abord extraordinaire, c'est la démocratie qui s'est exprimée. Dans ce pays où les chrétiens, les musulmans, les juifs ont voté de façon libre, la campagne a été propre. C'est ça la démocratie, il y a toujours un gagnant, un perdant. Netanyahou a gagné ses élections, mais Bougie Herzog est un garçon remarquable, qui a fait une excellente campagne. Et quand on voit dans cette région où on égorge, où on tue, où on brûle, je crois que c'est cet îlot de démocratie d'abord à souligner. J'ai eu le privilège, Netanyahou est mon ami depuis 24 ans, ça fait la 4e élection que je vis avec lui, un petit peu différemment parce que je ne suis arrivé qu'hier. J'ai passé la journée avec lui. Il était inquiet, il était très inquiet parce que en permanence, il y a des informations comme quoi il y a eu de gros montants qui sont venus de l'étranger pour le faire battre. Tout le monde donnait perdant. Le journal Libération, que par ailleurs, avec qui je crois que vous avez quelques liens à I24, a titré aujourd'hui « Bye bye Netanyahou ». Honnêtement, c'est une réalité. C'était le candidat de personne en Occident, ni aux États-Unis. Les gens voulaient un changement. Manifestement, la démocratie en décidé autrement. C'est une large victoire. Pourquoi c'est une large victoire? Parce que le Likoud seul a fait 28 mandats, alors que le parti travailliste allié avec Tzipi Livni, à 2, ont fait 27 mandats. Lorsqu'on sait que Moshe Kahlon est issu du Likoud, a grandi Likoud, il a dit c'est la première fois de sa vie qu'il met un mandat autre que celui du Likoud, souvent pour des questions comme chez nous en France, des questions d'ego personnel, etc. Parce qu'il voulait faire plus de social, parce que Netanyahou n'a pas été parfait, parce que Israël est un pays en guerre, parce que je pense qu'il aurait pu, nous on est à l'extérieur, mais voir les choses beaucoup mieux faire, en particulier au niveau du coût de la vie, du coût des appartements, etc. Mais aujourd'hui c'est une victoire nette, claire, c'est une victoire avant tout de la démocratie. Alors Jean-Marc Germain, en tant que député socialiste, vous auriez préféré que ce soit peut-être Herzog qui l'emporte ce soir ? Déjà, moi, je voudrais le féliciter pour sa très bonne campagne, parce que vous savez, il y a quelques semaines, on disait qu'il n'y aura pas d'élection et la réélection de Benjamin Netanyahou est déjà faite. Et donc, c'est une très belle progression. Je crois qu'il a montré aussi ses qualités d'homme d'État, et ça, moi, je voudrais l'en féliciter. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, je trouve, dans cette élection,
Après, je ne veux pas faire des pronostics sur le résultat et les coalitions qui vont être formées. Je crois que tout est ouvert, malgré les analyses que vous avez faites, et ça, on verra dans les semaines qui viennent. C'est aussi la suite de la démocratie. Mais moi, ce qui me réjouit aussi, c'est que la question sociale a été importante dans cette campagne, quand on voit à la fois le score des travaillistes, le fait que le Meretz aussi soit encore présent, semble-t-il, à la Knesset, c'est important, et puis qu'un certain nombre de partis centristes qui en avaient fait le cœur de leur campagne, la question du logement, des inégalités, est venue sur le devant de la scène. Et j'espère que, quel que soit le résultat des élections, pour les Israéliens, il pourra y avoir une prise en compte réelle des problèmes sociaux du pays. Alors, vous savez que c'est comme en France, ici les leaders parlent à un moment de la soirée électorale, et bien c'est le cas d'Yitzhak Herzog, qui va prendre la parole devant ses militants à Tel Aviv en direct. On va vous faire vivre tout cela, évidemment, avec Gisèle Abazon, qui va vous traduire les propos donc du leader de la liste Union sioniste, qui s'exprime. Dans un instant, on attend que les applaudissements cessent, et il va prendre la parole, donc premier discours après la publication des résultats, qui sont des tendances. Vous qui ne dormez plus depuis quelques nuits. Bravo, bravo. Bravo, bravo à tous. Chers amis, camarades, chers activistes, chers citoyens, chères citoyennes qui venaient des quatre coins du pays. Il y a 2 jours, j'étais au mur des lamentations. Et lorsque j'y ai prié, j'ai mis entre les pierres du lieu le plus saint de notre peuple un petit mot où j'avais écrit 2 versets de nos textes. Le premier, c'était un verset des psaumes, que la paix règne dans tes murailles et le calme dans tes palais, et du livre d'Isaïe, que le pain soit donné aux pauvres, que le pauvre soit recouvert d'un manteau et que les malheureux aient un toit. Voilà la conception du monde de l'Union sioniste. Cela et cela, les deux en même temps. Alors sachez, merci, sachez que nous avons obtenu un résultat extraordinaire aujourd'hui, extraordinaire. Depuis les élections de 92, l'élection d'Yitzhak Rabin de mémoire bénie, nous ne sommes pas arrivés à un tel résultat. Et je suis très, très fier d'être parmi vous aujourd'hui avec Michal. Et il est important pour moi de vous dire un instant. Oui, vous l'avez mérité, vous avez travaillé si dur. Mais ce qu'il est important que je vous dise, c'est que on n'en serait pas arrivé là, à cet instant, sans une coopération extraordinaire, si forte entre moi et Tzipi Livni. Tzipi, tu es formidable. Tu es une vraie amie, une amie véritable, une femme pleine de courage, d'intuition, de sagesse, avec un sentiment d'une mission à remplir que nous avons partagé pendant toute la campagne. Et cette coopération est celle qui nous amènera en fin de compte au renversement politique et au changement politique en Israël. Ce résultat nous permet de revenir au pouvoir et comme nous allons attendre les résultats définitifs, parce que tout pour l'instant n'est que sondage encore, tout reste encore ouvert. J'ai discuté avec tous les chefs de parti qui aujourd'hui sont pertinents, tels et tels partis politiques. Nous ne savons pas ce que seront les résultats définitifs parce qu'il y a des partis qui sont juste avant le seuil d'éligibilité. Il y a toutes sortes de résultats et nous ne savons pas encore. Mais je ferai tout mon possible pour composer un gouvernement social, véritablement social en Israël.
Un gouvernement qui soit bon pour Israël. Un gouvernement qui ramène Israël à être un État juif et démocratique. Un État social qui aspire à la paix avec nos voisins. C'est pourquoi j'appelle tous les partis sociaux, tous les partis qui veulent le bien social, de s'unir dans un gouvernement sous ma direction pour un gouvernement de véritable pacification sociale en Israël. Un gouvernement qui répondra aux aspirations de logement en Israël. Un gouvernement qui comblera les fossés sociaux, un gouvernement qui éveillera l'espoir de la jeune génération, un gouvernement qui s'occupera de la cherté de la vie, un gouvernement qui fera un véritable changement enfin en Israël. Parce que le public veut voir ce changement et qu'il y a une majorité, même parmi les électeurs, pour qu'il y ait un changement en Israël. Livni et moi, nous avons créé une équipe de négociation et nous œuvrerons pour la création d'un gouvernement sous ma direction et nous ferons tout ce que nous pourrons dans les considérations politiques données pour y arriver. Et en tout cas, je peux vous dire que les décisions ne se prendront pas cette nuit. Donc, vous pouvez tous dormir parce que vous y avez vraiment droit. Vous avez travaillé tellement dur. Vous vous êtes consacrés cœurs et âme à ce combat. C'est pourquoi je veux vous dire merci, merci, merci de tout cœur. Merci aux dizaines de milliers d'activistes, bénévoles, citoyens et citoyennes qui ont donné leur cœur et leur âme pendant toute cette campagne et qui comprennent qu'Israël a enfin droit au changement. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, d'énorme, vraiment, merci. Vous nous avez ramenés à la période de gloire du Parti travailliste et nous avons ensemble créé ce magnifique camp, l'Union sioniste. Et je voudrais maintenant dire des merci tout personnels. D'abord et avant tout, comme je l'ai dit, aux bénévoles, hommes et femmes qui ont agi, les directeurs de nos QG de campagne, tous ceux qui ont fait tout ce travail pour remplir cette mission quotidienne. Je voudrais remercier le directeur du QG, Eitan Kabel, Shimon Batat. Je voudrais remercier de tout cœur notre parti formidable, mais vraiment formidable, les candidats qui sont incroyables et pour qu'ils travaillent à la Knesset pour le bien d'Israël et avec l'aide de Dieu pour le gouvernement. Et je voudrais enfin, pour terminer, dire merci tout particulièrement à ma famille. D'abord à mon épouse merveilleuse, Michali. Sans elle, je ne suis qu'un demi-être humain. Je voudrais remercier ma famille, mes enfants, ma mère, qu'elles vivent longtemps, qui ne m'ont pas beaucoup vu ces derniers mois. Et ils savaient que cette mission de changer le destin, la destinée de l'État était une mission supérieure et suprême. C'est pourquoi nous sommes là, avec nos partis, avec le mouvement qui a créé, fondé ce pays pour faire enfin le changement et prendre le pays dans la bonne direction. Et j'ai l'honneur de convier, avec beaucoup d'affection et de reconnaissance, ma camarade Tzipi Livni avec son époux, qui nous est cher et qui lui aussi porte le poids de ce travail, Naftali. Voilà, vous avez vécu donc en direct ce discours, premier discours d'Yitzhak Herzog après donc la publication des premiers résultats sortis des urnes, pas encore les résultats officiels. Alors, Dror Even-Sapir, Daniel Haïk, d'abord on retient qu'il revendique certains résultats extraordinaires, mais pas une victoire, même s'il y a encore possibilité peut-être pour lui. Il ne revendique pas la victoire et il ne reconnaît pas la défaite. Donc c'est un peu le paradoxe parce qu'effectivement il a fait objectivement un très bon score avec 27 mandats, c'est bien plus que ce que lui prévoyait la plupart des sondages, mais il n'a pas de coalition. Il pourrait peut-être en avoir s'il réussit à convaincre à la fois Yair Lapid et les partis orthodoxes, les partis religieux à siéger ensemble. Ça paraît impossible ou en tout cas très 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 peu probable. Bon, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais dans l'état actuel des choses, Benyamin Netanyahou a beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de probabilités de rassembler autour de lui une coalition gouvernementale
plutôt cohérente idéologiquement et qui est assez serrée, 63-64 sièges, mais qui peut s'avérer relativement stable sur le moyen ou sur le long terme. Ouais. Denis Laïc. Je pense qu'effectivement, c'est le jeu, le jeu joué par Yitzhak Herzog, c'est de bonne guerre d'essayer de montrer que finalement, il est aussi quelque part d'une certaine manière le vainqueur, puisque au niveau du total de mandats obtenus, il y a une parité avec le Likoud. Donc pourquoi pas lui plutôt que pourquoi lui en priorité plutôt que Binyamin Netanyahou? Et donc à partir de ce moment-là, on peut effectivement estimer qu'il y a une constellation, dans une constellation extrêmement réduite, il peut arriver à une coalition gouvernementale de 61 mandats. Ça sera extrêmement difficile. C'est contre nature. Et le président de l'État se souvient, il ne l'a pas oublié, que le gouvernement de Binyamin Netanyahou, le gouvernement sortant, a chuté après 18 mois parce qu'il était contre nature, parce qu'il était composé fait d'une composition de partis qui était incohérente, justement, hétérogène, totalement hétérogène. Et donc, quelque part, le président de l'État, je le pense, va avoir un rôle déterminant pour essayer de canaliser les ardeurs de l'un et de l'autre. Et c'est pour cela que je continue à croire qu'il y a une option de gouvernement d'union nationale. Il n'est pas impossible que, entendant les deux leaders des partis, qui revendiquent tous deux une forme de victoire, eh bien, ils leur disent « asseyez-vous ». Nous avons besoin de régler un problème cardinal dans le système électoral israélien. Nous devons absolument entamer une réforme. Nous ne pourrons l'entamer que si vous êtes unis. Unissez-vous au moins sur ce projet de réforme du système électoral. Et ensuite, peut-être qu'un gouvernement d'union nationale est viable. Bon. Ça, c'est un scénario qui n'est peut-être pas c'est un scénario. C'est absolument un scénario impossible. Il faut essayer, on peut parler en spin. Netanyahou a dit clairement, il a dit à 10 reprises ces derniers jours, il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale pas parce que c'est toujours bien l'union, mais il faut qu'il y ait une base à l'union. La gauche est prête à partager Jérusalem, Netanyahou ne veut pas. Le programme économique est absolument différent. On notera entre parenthèses que les pauvres en Israël votent au Likoud et les riches votent au Parti travailliste. C'est comme ça. Netanyahou a un gouvernement aujourd'hui homogène, c'est factuel. Lieberman a été son ancien directeur de cabinet, Bennett a été son ancien directeur de cabinet, Kahlon a été le numéro 2 du Likoud et ministre de Netanyahou, et plus il a les partis orthodoxes. Il pourrait même avoir Lapid et avoir une large coalition. Le seul souci, c'est que Lapid et les orthodoxes, parce que Lapid a clairement dit que son but aujourd'hui, et il est clair, il est un parti laïque. Et il a fait d'ailleurs beaucoup de réformes. Durant et les orthodoxes, on voulait beaucoup Netanyahou. Donc on peut dire tout ce qu'on veut. On en parlera dans quelques semaines. Après les spins habituels, Netanyahou sera le prochain Premier ministre de l'État d'Israël, tout en reconnaissant que Yitzhak Herzog, qui est un garçon qui est d'abord humainement extrêmement agréable, extrêmement talentueux, a fait une excellente campagne. Maintenant, demain, Israël est là, c'est un pays qui peut entrer en guerre à n'importe quel moment. Netanyahou a la question iranienne qui l'obsède. J'ai passé aujourd'hui plus de 8 heures avec lui. Je peux vous dire que c'est sa question numéro 1. Il a l'impression que l'Iran est en train de se rapprocher de plus en plus et que les Américains ont lâché. Vous savez, aujourd'hui, c'est peut-être quel est le dernier rempart? C'est nous, les Français. C'est la France. Je tiens à rendre un hommage appuyé. Je fais partie de l'opposition. À Manuel Valls, à François Hollande et à Laurent Fabius qui sont en train de tenir parce qu'autrement, ça fait longtemps que les Américains auraient lâché au niveau iranien. Et au niveau, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que l'Iran est nucléaire. Et ça, Netanyahou l'acceptera jamais. Et on peut imaginer que Dieu préserve, parce que ce serait la pire des solutions, qu'Israël attaque l'Iran. Mais il y a pire que ça, soit que l'Iran soit nucléaire. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'à Dieu ne plaise un conflit généralisé. À ce moment-là, évidemment, un gouvernement d'union. Je rappellerai même que Tzipi Livni a fait quand même 4 partis en 4 élections. Elle était au Likoud, elle est passée à Kadima, elle est passée à Tnoa, et aujourd'hui, elle est partie travailliste. Donc, même elle vient quand même du Likoud. Sa famille faisait partie du parti jaboutinskien et de tendance révisionniste. Donc il faut relativiser les choses. Au niveau factuel, Netanyahou aujourd'hui sera le prochain Premier ministre. Je crois que ce n'est pas à nous, députés français, de faire les gouvernements et les coalitions à la place des candidats. On analyse les résultats. Oui, mais il a dit 2 choses importantes et que moi j'ai entendues. D'abord, c'est que dans cette élection, les électeurs, parce qu'il faut toujours s'interroger sur ce qu'ont dit les électeurs, et le président va aussi se poser cette question-là, savoir qui doit appeler. Il a dit qu'il y a une majorité pour le changement, et vous parlez des anciens alliés de Netanyahou.
ils sont partis, ils ont été candidats contre lui. Donc ils aspirent eux aussi, y compris dans le camp de la droite, au changement. Et la deuxième chose, vous avez noté, il a dit « je veux former un gouvernement social ». Et c'est très important ça, parce qu'il y a eu aussi une majorité pour que les questions sociales soient sur le haut de la pile. Et je crois que c'est ça qu'il va essayer de former. Il se pose effectivement comme un leader d'un gouvernement qui pourrait avoir cette préoccupation-là. Et là, il y a effectivement une différence forte de continuer à faire avancer le processus de paix. Avec qui? Avec le Hamas aujourd'hui? Pour assurer, les gens qui veulent un à la place pour assurer la sécurité d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de partenaires. Lui, il dit ne pas discuter. Dire le processus de paix c'est fini, c'est pas possible. Voilà, moi aujourd'hui, ça. Netanyahou a toujours été pour. Et il a fait un discours qui lui a été très reproché au sein de son propre parti. C'est le discours de Bar-Ilan. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a l'État palestinien qui s'est allié avec le Hamas, qui est un mouvement djihadiste, terroriste, qui est l'équivalent de Daesh, de Boko Haram ou du Hezbollah, les Israéliens qui vivent dans 24 000 km² sont prêts à beaucoup de concessions, mais ils ne sont pas prêts à aller au suicide. Et aujourd'hui, avec un gouvernement qui est allié par des islamistes, nous sommes dans une guerre de religion. Nous ne sommes pas dans une guerre de territoire. Mon cher Jean-Marc, il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas prendre nos désirs pour de la réalité. Nous rêvons tous de paix. Juifs, arabes, chrétiens vivant ensemble. Les chrétiens ont disparu de cette partie du monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on arrête les discussions de paix? Parce que c'est ça qui a été dit à la veille d'une discussion. Mais il y a des équations mathématiques qui n'ont pas de solution. Il y a un delta négatif, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Simplement, constatons qu'il a une offre politique cohérente et qui d'ailleurs peut rejoindre une arithmétique, même si elle est effectivement extrêmement serrée, parce que l'enseignement de ce soir, c'est qu'il y a des coalitions qui sont possibles dans un camp comme dans l'autre. Et moi, je me réjouis, en tout cas, que Isaac Herzog propose une offre cohérente ce soir avec un choix très clair. Maintenant, les négociations vont avoir lieu. Et puis ça aussi, c'est la suite de la démocratie. Moi, j'espère qu'il va réussir dans l'entreprise qu'il lance ce soir. C'est normal, vous êtes parti socialiste, c'est un parti... Et d'ailleurs, vous faites le lien avec le Parti socialiste. On n'est ni vous ni moi là pour décider à la place des Israéliens. En revanche, nous, on serait heureux d'avoir des partenaires travaillistes en Israël, parce qu'on se bat aussi pour des idées au niveau international. Par exemple, la régulation de la finance, ça suppose qu'on puisse travailler ensemble politiquement au niveau international. Et puis la deuxième chose, je pourrais être non, mais laissez-moi finir sur la question qui vous tient à cœur aussi, la paix, parce qu'on souhaite tous la paix. On souhaite tous la paix. La France souhaite jouer un rôle, non pas en se substituant au parti. Et on a eu des grandes discussions à propos d'une résolution qui a été votée en France. Je ne reviens pas sur ce débat-là. Et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a fait une proposition d'offre de service en disant si à un moment donné vous avez besoin de nous, pas pour décider à votre place, mais pour vous accueillir à la fois dans des discussions directes avec les Palestiniens et dans des discussions globales avec le monde arabe, qui sont importantes pour le processus de paix, mais qui sont importantes aussi pour la stabilité dans la région, eh bien vous serez les bienvenus. Donc moi, je me réjouis en tout cas, et j'espère vraiment que le prochain dirigeant de l'État d'Israël sera ouvert à ces discussions-là qui sont importantes pour le monde entier. C'est toujours les dirigeants de droite qui ont fait la paix, c'est Menachem Begin, c'est Ariel Sharon qui ont fait les plus lourdes concessions, parce que je vais vous expliquer, je connais bien ce pays. Tout le monde veut la paix dans ce pays. Et les différences sont beaucoup plus ténues que ça n'en a l'air, y compris entre travaillistes et les gens. Il y en a qui sont un peu plus utopistes que les autres, il y en a qui voient un peu plus la réalité. Et hélas, aujourd'hui, avec les drames que nous avons vécus en France, quand on voit aujourd'hui que nos compatriotes meurent aujourd'hui, des policiers, des journalistes et évidemment des juifs, par cette folie aujourd'hui qu'est l'islamisme, Israël n'a pas le droit à l'erreur. Ça, aujourd'hui, en France, on doit le comprendre, et dans le monde, on doit le comprendre. Alors, on est en train d'assister à la première intervention également du leader de la liste Foyer Juif, Baïta Yehoudi, qui est le partenaire naturel de Benjamin Netanyahou. On va écouter un extrait de son intervention en direct. Ces sionistes religieux, parce que c'est un public idéologique, véritablement plein d'idéologie, qui vient s'installer dans les implantations. Quand il est appelé à être pionnier, il répond présent. Quand il est appelé à travailler dans le champ social, et il répond présent. Et cette fois-ci, le public a été appelé à une mission politique et il a répondu présent en masse.
Notre public, nos électeurs, comme toujours, se sont mis là pour porter la civière pendant ces élections et n'ont pas cessé d'œuvrer jusqu'au résultat de ces élections. Ce public, ce sont les mêmes qui se sont battus à Oslo, qui se sont battus contre la déportation du Gush Katif, l'évacuation de Katif. C'est un public qui se lance tout de suite sur la grenade politique pour la terre d'Israël, le peuple d'Israël et la Torah d'Israël. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce que ce public sait faire. Que nous le voulions ou pas, c'est nous qui sommes toujours là pour répondre présent. Voilà donc extrait de l'intervention de Naftali Bennett, qui est affaibli ce soir dans cette coalition de droite. Il est affaibli effectivement, mais c'est lui qui a apporté la victoire à Binyamin Netanyahou, et il faudra espérer que Binyamin Netanyahou soit grand seigneur et lui sera redevable de ce geste effectué par le public sioniste religieux. C'est ce public qui était massivement à la manifestation de dimanche soir, qui est une manifestation qui a presque renverser la vapeur par rapport à la tendance des jours précédents. Cette manifestation a renversé la vapeur et il y a eu une mobilisation générale dans le public sioniste religieux pour voter en faveur du Likoud, pour mettre de côté l'idéologie et voter en faveur de Bennett, et pour donner la priorité donc à Binyamin Netanyahou et au Likoud, pour faire en sorte que l'écart soit comblé, et c'est comme ça que cet écart a été comblé. Oui, Binyamin Netanyahou a laminé ses partenaires de droite, Avigdor Lieberman et Naftali Bennett, en droitisant son discours, puisqu'il est revenu 2 jours à peu près avant le scrutin sur les principes évoqués au cours de ce fameux discours de Bar-Ilan en 2009, à savoir « il n'y aura pas d'État palestinien si je suis réélu ». Ça, c'est une phrase importante et c'est une phrase qui, bien évidemment, a été bien accueillie dans l'électorat de Naftali Bennett. L'électorat de Naftali Bennett, l'électorat de la droite idéologique, et peut-être aussi un petit peu celui d'Avigdor Lieberman, qui a véritablement cru que la gauche était aux portes du pouvoir, et c'était une perspective qui, on peut le dire, c'est un mot un peu fort, mais l'effrayait. Et donc, ce public a choisi de voter utile et a apporté à Binyamin Netanyahou l'excellent score qu'il a réalisé aujourd'hui. Un point d'information important, on parlait tout à l'heure de Moshe Kahlon, et d'après nos informations, eh bien, le numéro 2 de la liste de Moshe Kahlon, le général de réserve Yoav Gallant, a prononcé une phrase qui peut surprendre. D'après Yoav Gallant, donc, Moshe Kahlon préférerait Yitzhak Herzog à Binyamin Netanyahou. Alors, il y avait quelques jours, Gallant avait déjà prononcé une phrase de ce type, selon laquelle il pourrait aller vers le camp de la gauche, et il s'est quelque peu fait sermonner par Moshe Kahlon en lui disant que c'est moi qui décide, c'est lui qui décide, et c'est Moshe Kahlon, est probable que c'est lui qui décidera. Il faut pas mésestimer ou sous-estimer le ressentiment. Kahlon va mettre la barre très haut au niveau social, il l'a dit, il ne va pas, entre guillemets, se vendre facilement. Ceci étant dit, on peut prendre ici tous les paris, dans quelques semaines, il sera le ministre des Finances de Netanyahou, parce que Netanyahou, et c'était génial de sa part, l'a dit avant les élections. Il a dit, quoi qu'il arrive, quel que soit, c'était aussi très stratégique pour prendre des électeurs de Kahlon, je mettrai Kahlon, qui est un garçon qui a fait la réforme, en particulier des téléphones cellulaires en Israël, ministre des Finances. Voilà. Et un mot concernant le discours de Herzog. Vous avez remarqué qu'il a cité des versets de la Bible au début. C'est peut-être un appel du pied au parti orthodoxe et religieux. Pas au parti arabe, au parti orthodoxe et religieux. Et c'est pas tout à fait anodin. Yitzhak Herzog, il ne faut pas l'oublier, est un petit-fils de rabbin ou de grand rabbin d'Israël, une sommité. Donc il peut aussi pactiser avec les partis orthodoxes et les partis religieux. Alors on attend l'intervention de Benjamin Netanyahou en direct d'un instant à l'autre, mais je voudrais votre avis, Jean-Marc Jamin, parce que finalement, on avait l'impression quand même que, vu les relations un petit peu tendues entre l'Union européenne et Israël ces derniers mois, qu'il y avait une volonté d'avoir du changement en Israël de cette élection. Peut-être pas seulement que de la France d'ailleurs, d'autres pays d'Europe, peut-être de la Maison-Blanche sûrement d'ailleurs. Est-ce que pour vous, cela va crisper les relations, que Netanyahou s'apprête peut-être à rediriger un gouvernement? Moi, je ne me place pas dans cette hypothèse-là ce soir, mais en tout cas, au-delà de cela, c'est pour ça que je me réjouis si Yitzhak Herzog arrive à faire sa coalition, parce qu'on a besoin d'un interlocuteur. Ce qu'a fait Netanyahou aux États-Unis,
C'est pas possible de travailler dans ces conditions-là en passant par-dessus un chef d'État, en l'occurrence celui des États-Unis. Donc nous, on croit en la paix. On a besoin, à notre place, la France n'a pas imposé des solutions. En revanche, elle a une responsabilité particulière parce qu'elle a des relations fortes, et Meir Habib l'a dit tout à l'heure, avec Israël et avec le monde arabe. Et il n'y a pas beaucoup de pays en ce moment qui sont dans cette position-là. Et puis par ailleurs, nous on souhaite aussi, dans notre propre pays, qu'il puisse y avoir un règlement de la question palestinienne, parce que ça apaisera aussi, même si beaucoup d'interlocuteurs que j'ai rencontrés ces derniers jours disent qu'il ne faut pas mélanger les deux, mais en même temps, ça peut aussi contribuer à apaiser les choses. Dans notre pays, on a eu des tensions ces derniers mois qui sont remontées à la surface à l'occasion des attentats de Paris et de Montrouge. Donc oui, on attend d'avoir un interlocuteur qui est prêt à travailler main dans la main, d'ailleurs sur les questions israéliennes, mais aussi sur les questions de la paix dans le monde. On a parlé tout à l'heure du dossier iranien. C'est essentiel aussi qu'on puisse partager une vision commune de la façon de gérer cet accord sur le nucléaire. On n'en a pas parlé ce soir, mais il y a la question de Daesh dans la région, pour laquelle il y a besoin de stabilité. Il y a besoin aussi de perspectives de développement. J'ai rencontré ces derniers jours Shimon Peres, et on se disait aussi qu'avec l'internalisation, avec les progrès de la science, avec une nouvelle jeunesse qui arrive avec d'autres valeurs, il y a aussi des espoirs de paix et de changement qui se font. Il faut vraiment qu'on puisse, les dirigeants des grands pays qui pèsent et de la région, trouver une solution de paix. Donc nous, on attend vraiment, au-delà de notre affection particulière en tant que socialiste envers Bougie Herzog, qu'il y ait un interlocuteur à nouveau sur la scène internationale qui a manqué ces derniers temps. Et j'avoue que moi, j'étais assez effrayé par la déclaration de Benyamin Netanyahou la veille de l'élection, ce qui serait d'ailleurs inconcevable dans notre pays, d'avoir ce type les règles ne sont pas les mêmes, de déclaration. Oui, on ne s'exprime pas le jour de l'élection du tout. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu des contentieux avec la commission électorale. Donc, mais peu importe. C'est extrêmement important. D'ailleurs, j'ai noté que dans la déclaration de Netanyahou, il dit moi, Premier ministre, il n'y aura jamais de reconnaissance d'un État palestinien. Il n'a pas dit ça. Et après, il a rajouté, non mais je voulais en venir là, dans les conditions actuelles. Donc, bon, espérons que... Ouais, si je peux, quelques points suite à ce qu'a dit mon collègue Germain. D'abord, il faut noter que c'est pas le parti, ça s'appelait pas le parti socialiste ni travailliste. Ils sont appelés le cancioniste. Je voudrais rappeler que les alliés de Jean-Marc Germain, certains alliés ont défilé cet été à des manifestations qui étaient ouvertement anti-sionistes. On a crié mort aux Juifs à Paris. Et que la plus grande erreur aujourd'hui serait de penser qu'il existe en lien... Ce serait la plus grande erreur, la plus tragique. Comme l'a fait au début Laurent Fabius, il est revenu là-dessus. C'est-à-dire qu'Israël était le père de tous les conflits. Il y a 250 000 morts en Syrie. Non, dans le silence absolu. Nous sommes dans une guerre jamais Laurent Fabius dans une guerre, ça. Il l'a dit à un moment donné. N'expliquez pas qu'on va dans des manifs... il y a eu certains de vos collègues qui ont été dans des manifestations où on a crié mort aux Juifs. Ils ont même été... Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas bien de dire ça. Ils ont été réprimandés par Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Je vous invite à écouter les propos de Manuel Valls. Tout à l'heure, vous avez expliqué la position de Manuel Valls, qui est la position du président de la République, remarquable, qui est la position aussi du Parti socialiste et qui est nette, claire et sans ambiguïté. Donc je crois qu'il faut éviter j'ai parlé d'alliés, j'ai parlé de front de gauche, qui entraînent de la confusion. Des Verts. Quand vous avez la chance d'avoir des partis qui ont des positions claires, je crois qu'il faut montrer au monde, et ici, on est en Israël, de montrer qu'on a ces positions-là. La position du Parti socialiste, elle est très claire. Donc n'essayez pas de mettre de la confusion telle que vous essayez de faire. La gauche a participé à des manifestations qui ne sont pas réelles. Je vous invite à écouter les minutes de l'Assemblée nationale quand ils ont été réprimandés. Très en colère d'ailleurs, comme ça lui arrive souvent, par le Premier ministre sur ces questions. Parce que des gens de la majorité ont assisté, en le sachant ou pas, à ces manifestations. On a crié mort aux Juifs, on ne peut pas l'oublier. Et on ne peut pas faire un lien. Israël rêve de paix. Israël rêve de paix. On n'est pas en conflit, on est là vraiment en amis aujourd'hui. On va pas. Voilà, exactement. Je dis aujourd'hui que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde aspire à la paix dans ce pays. Et tout le monde a essayé de faire la paix. Les Israéliens sont sortis du Golan du Liban jusqu'à le dernier centimètre carré. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de discussion de paix. C'est ça que je veux vous dire. Tout le monde est d'accord. Et cette déclaration, juste avant les élections, elle nous inquiète. J'ai le devoir de vous le dire. Netanyahou veut discuter avec les Palestiniens. Il a déjà discuté avec Mahmoud Abbas.
il ne veut pas discuter avec un mouvement djihadiste. Il n'y a pas de bons et de mauvais djihadistes. Bonne nouvelle, donc. Daesh et le Hamas, donc il y a un c'est changement de pareil. position par rapport à Non, hier, ce qui est il très dit bien. qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas remplies. Pourquoi? Le jour Mais où personne ne prétend que les conditions sont remplies. Aujourd'hui, en revanche, ce que dit Bougie vous avez- Herzog, c'est qu'il faut discuter. Non, mais aujourd'hui, Et qu'on vous peut avez pas une arrêter de direction discuter. bicéphale palestinienne, où entre parenthèses, il n'y a pas eu d'élection depuis une dizaine d'années, et à chaque fois qu'il y a des élections, vous savez qu'est-ce qui les gagne? C'est les islamistes. Et le drame aujourd'hui, c'est que c'est l'islamisme du monde arabe en général qui est en train de prendre le pouvoir, y compris avec les modérés palestiniens. Et il y a des modérés palestiniens. Et bien sûr qu'il faut parler. Et bien sûr qu'un jour ou l'autre, ils vont cohabiter les uns et les autres. Mais le problème, c'est que Netanyahou refuse. Et je pense même que je ne suis pas persuadé que Bougie Herzog accepte de parler avec le Hamas, qui est un mouvement djihadiste. Alors, on va retrouver une dernière fois d'ailleurs dans cette soirée Rudy Saada qui suit pour nous les réactions des réseaux sociaux depuis la rédaction d'i24 News. Rudy, des réactions justement, on n'oublie pas le hashtag i24 News Elections pour commenter et réagir à tout ce qui se passe ce soir, Rudy. Oui, de plus en plus de réactions. Alors en tout cas, la complexité du jeu des alliances qui va s'opérer dans les prochains jours inspire les téléspectateurs. Ariel Teboul nous demande si on connaît le casse-tête chinois. Pour lui, le casse-tête chinois, c'est une invention israélienne. Et bien, ça s'appelle la formation d'un gouvernement. Repelot revient, lui, sur la place des partis religieux. Donc vous avez parlé tout à l'heure dans la démocratie israélienne. Et il se demande comment il est possible d'avoir dans un pays qui se dit démocratique, des partis religieux. D'autres personnes mettent aussi la question du social et de Moshe Carlon au centre des questions. Voilà un petit peu la tendance, mais la grande tendance, c'est effectivement Netanyahou. Ouais, Netanyahou qui fait beaucoup réagir, je suppose. Oui, on en parle avec à peu près tous les tons. Sergio dit avec ses propres mots, il a de la gueule ce Bibi, malin comme un singe, parti pour un 4e mandat. Il aime son pays sans cirer les pompes d'Obama. Fin de citation. On parle beaucoup de Bibi quand on commente ces élections sur Internet. Horacio dit, qui a dit que Bibi était fini? Ce côté un peu phénix, toujours présent et souligné par Guillaume Didier, ex-porte-parole du ministère de la Justice en France, qui confie cela, une petite anecdote. Une amie qui se reconnaîtra il y a 8 jours à Tel Aviv lui a dit personne ne dit je vote Bibi, mais au final c'est toujours Bibi qui gagne. On souligne aussi les relations exécrables, on en a parlé, entre Netanyahou et Obama, et Michael Wolff se demande à quand les félicitations d'Obama pour Netanyahou. Pour l'instant on est encore, on le sait, dans des sondages de sortie d'urne. Netanyahou qui a été l'un des seuls lui-même à réagir sur sa page Facebook. Herzog ne l'a pas fait, il l'a fait via un discours qu'on vient d'entendre. Le premier post de la soirée parle, donc on l'a dit, d'une grande victoire du Likoud, une grande victoire que Salomé Rainbow souhaite pondérer pour elle. Ce n'est pas non plus un raz-de-marée. Puis il y a aussi une question d'un téléspectateur qui nous demande que pour lui il y aurait des rumeurs selon lesquelles, vous allez peut-être pouvoir y répondre, Yahat passerait le seuil d'éligibilité. Puis pour finir sur un sourire, après le discours d'Herzog qu'on vient d'écouter, un discours dans lequel il ne parle pas de défaite, Virginie Belaïch nous dit Herzog revendique la victoire, Netanyahou revendique la victoire, ce ne sont plus des élections, c'est l'école des fans. Voilà, c'est souvent comme ça, quand il y a un résultat serré, chacun revendique la victoire vis-à-vis de son propre camp. Merci Rudy Saada, ça n'a pas bougé, on rappelle, dans Even Sapir, on est toujours dans cette hypothèse très serrée, mais avec un avantage à Netanyahou, on va le rappeler parce que c'est... Mais en fait, ça bouge un petit peu, parce que les chiffres dont nous disposons, ce sont, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, des estimations, des sondages effectués à la sortie des urnes, et les estimations sont affinées au fur et à mesure de la soirée. Par exemple, la première chaîne de télévision vient d'annoncer que le parti d'Eli Yishai, que toutes les autres chaînes annoncées comme étant en dessous du seuil d'éligibilité, d'après les estimations affinées de la première chaîne, il pourrait se rapprocher, il pourrait même franchir le seuil d'éligibilité. Et là, bien évidemment, toutes les cartes sont redistribuées à la faveur, c'est une certitude, du bloc de droite et de Benjamin Netanyahou. Demain matin, à l'aube, on aura encore des résultats qui seront un tout petit peu différents. Et puis, il faudra attendre, bien évidemment, le décompte des voix des diplomates et des soldats qui aboutira probablement à des petits changements ici. Le vote des soldats au cours des dernières années a toujours été plus massivement à droite qu'à gauche. Et donc, on suppose qu'il peut y avoir un rajout. Ce qui manque, une partie de mandat qui manque à certains partis de droite peuvent arriver effectivement de ces votes des soldats. Donc,
la donne peut se modifier un petit peu, mais pas de manière dramatique. D'autant qu'ils sont pris en compte dans les estimations. Oui, il y a un correctif qui est fait. Alors après, la réalité peut être différente du correctif, mais c'est déjà est persuadé de passer le seuil d'éligibilité. Il est persuadé, il a essayé de il a compté les bulletins lui-même. Non, parce que le problème, c'est qu'ils ont c'est très sectoriel. Et donc, en réalité, il faut qu'ils aient 120 000 voix à peu près pour passer 4 voix. C'est ou 0 ou 4 voix. Et d'après lui, bon, manifestement, il semblerait qu'il soit tout proche. Hein. Même Boucher Herzog disait qu'on ne connaissait pas encore. Il y avait un parti qui était bon, maintenant, ça va jouer à quelques centaines de voix près. Donc ça peut encore évoluer dans la nuit, effectivement, comme ça s'est déjà passé pour d'autres scrutins, d'autres élections. En 96. Voilà, où il y avait eu un résultat pour un temps. J'étais sur un plateau de télévision aussi. Shimon Peres, Premier ministre, on s'est relevé avec Benjamin Netanyahu. Alors, un mot justement, parce que c'est aussi le regard d'un député qui est français sur ce système. On dit parfois qu'il n'y a pas de système électoral ou politique parfait. En France, c'est un scrutin majoritaire, donc on y voit assez clair finalement le sort d'une élection. Là, c'est pas le cas du tout. Est-ce que vous trouvez que la proportionnelle de certains voudraient voir arriver en France est un bon système? Vous êtes content finalement de celui qui prévaut en France? Écoutez, moi je viens d'écrire un livre et dedans je plaide pour un système mixte, c'est-à-dire un peu à l'allemande, la moitié des députés élus au suffrage direct, comme ça vous incarnez un territoire comme nous aujourd'hui, et l'autre moitié à la proportionnelle pour que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées, parce que ce qu'on voit ici parfois est caricaturé. Mais en même temps, c'est une façon de permettre beaucoup d'expressions plurielles et puis aussi d'apprendre à travailler en commun en formant des coalitions. Donc, et puis par ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'on dit qu'il y a beaucoup d'élections, finalement il n'y en a pas tant que ça, et qu'il y a beaucoup d'instabilité, mais en réalité, il y a eu des périodes assez longues de gouvernement, parfois travaillistes et parfois du Likoud. Donc il y a sans doute des améliorations à faire. Nous, on a la chance en France, et ça, il faut le préserver, c'est que pour toutes les questions liées à la paix, liées aux questions militaires, les questions aux affaires étrangères, là, il y a beaucoup de stabilité. En revanche, moi, ce que je souhaite, c'est que pour toutes les questions sociales, qui sont beaucoup plus internes, il puisse y avoir plus de débats, parce qu'au bout du bout, les citoyens ils se sentent mieux représentés quand ils ont pu s'exprimer de manière plus diverse. Donc moi je propose ce système mixte pour la France. Vous n'êtes pas le seul à proposer, il y a beaucoup d'Israéliens, de responsables israéliens qui planchent, et l'une des options c'est effectivement ce système de panaché, de proportionnel et de majoritaire, parce qu'il pourrait à la fois permettre à tous les courants, en tout cas les courants ethniques, les religieux, les orthodoxes, d'être représentés, et puis créer un lien de par la majorité, le système majoritaire, entre l'élu et l'électeur, parce que ça, c'est un lien qui n'existe pas ici, et c'était véritablement une carence dans le système, le fait que le jour même des élections, eh bien, quelque part, l'élu n'est plus du tout redevable à celui qui l'a élu, et là, il y a un véritable problème social. Le système français comme le système américain, la différence du système israélien est un système clair. Même si c'est de très courte majorité, il y a un gagnant et il y a un perdant. Nous, on est ici plutôt sur le système de la 4e République et ça ne fonctionne pas. Ce qui est certain, c'est que le système israélien est très mauvais. En ce qui concerne la proportionnelle, évidemment, il y a certainement beaucoup de justice. Certains diront que les Verts en particulier, le Front National de l'autre côté, évidemment, ils sont sous-représentés. Est-ce qu'on doit faire entrer aujourd'hui 100 députés du Front National à l'Assemblée nationale? Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Mais ça, c'est... Dror Ben Sapir, réforme du système électoral en Israël, on en parle chaque élection, mais ça... Il faudrait peut-être se souvenir de ce qui s'est passé au tout début de la campagne, où Benjamin Netanyahu a tenté d'imposer justement cette thématique dans la campagne électorale. Mais ça a été rapidement remis dans les tiroirs de la campagne électorale du Likoud. Vous vous en souvenez peut-être, il était question d'imposer une réforme électorale qui donnerait automatiquement au parti arrivé en tête le soin de former la coalition gouvernementale avec une majorité spéciale pour le faire tomber. Mais très rapidement, les stratèges du Likoud se sont rendus compte que le public était finalement assez indifférent à ce genre de réforme électorale qui peut-être peut s'imposer si on va à nouveau vers une situation de blocage. Or, il semblerait qu'un gouvernement là, qui peut bénéficier d'une relative stabilité se dessine des résultats, des estimations en tout cas, dont nous disposons. Donc moi, je ne suis pas certain que le système actuel entraîne forcément un problème de gouvernance ou un problème de stabilité gouvernementale. Il n'est pas parfait, aucun système ne l'est. Il est sans doute correctible et peut-être que des modifications seront apportées peu à peu.
Benjamin Netanyahou, s'il avait pu, il aurait apprécié une réforme en faveur d'un régime présidentiel, élection du Premier ministre au suffrage universel direct. Il a été élu comme cela en 1996 et je crois qu'il aurait apprécié d'être président de la République ou de l'État d'Israël avec tous les mandats, tous les prérogatives. La Knesset ne va pas se faire harakiri. Et c'est ça le problème. Parce que ça, j'en ai parlé avec lui il y a quelques heures, ce serait peut-être une des premières mesures qu'il voudrait faire. C'est-à-dire d'abord une élection directe au suffrage universel pour le Premier ministre. Et après la Knesset. Mais il n'y arrivera pas à la faire passer parce qu'elle doit passer à la Knesset et la Knesset refusera. Alors, on va retourner une dernière fois au siège de l'Union sioniste où on a vu tout à l'heure Yitzhak Herzog s'exprimer. Julien Baloul, on imagine que la ferveur est un petit peu retombée maintenant. Qu'est-ce qu'on retient alors des interventions justement d'Herzog? J'ai l'impression que Julien Baloul n'était pas prêt à nous parler, en tout cas pas avec nous. On va peut-être le retrouver dans quelques instants. Netanyahou doit s'exprimer encore, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, mais Rabbi, il a prévu de parler en tout cas là. Disons qu'il était à son domicile, qu'il était en train de préparer son discours, mais il a appelé l'ensemble des chefs de parti. Il y a évidemment une ambiance. Il faut attendre, il faut s'exprimer le plus tard possible pour être sûr un petit peu de la. À mon avis, il doit être en route. À mon avis, il doit être en route parce que je l'ai laissé, il était en train de peaufiner son discours. Donc, je pense est-ce qu'il va revendiquer la victoire à votre avis ou il a déjà revendiqué sur Twitter, mais je pense qu'elle est factuelle. Le Likoud seul, il faut comprendre encore une fois que le camp sioniste, c'est deux partis. Le Likoud tout seul fait plus que le camp sioniste. Tout le monde pensait que Netanyahou il aurait signé pour avoir 2 voix de moins que Herzog. Là, a priori, il en a une de plus. Donc, je peux vous dire qu'il n'y avait aucun sondage qui le donnait ni à 28. Ah, je crois que vous-même, à I24, le donnait à 27. Je crois que le seul sondage, notre sondeur... Il faut lui rendre hommage parce qu'il était un peu isolé. Et quand je l'ai donné à Netanyahou, il a dit c'est pas un bon sondeur, mais il s'est trompé. Voilà. Il s'est trompé, il faudra lui rappeler que 24 News a été donc l'une des rares chaînes à donner donc ce chiffre qui est pour l'instant celui qu'il obtient ce soir. Un mot sur le rejet qu'on annonçait. Est-ce que les médias israéliens ont joué un rôle finalement dans cette campagne qui faisait de Bibi quelqu'un de rejeté? Ça dépend de quels médias dont on parle. Alors, on peut considérer que... Bon, il y a les grands journaux, le Yedot Achronot, qui est un quotidien très bien en Israël, et son site internet Ynet, qui sont hostiles à Benjamin Netanyahou d'une manière claire, d'une manière évidente. Et puis, il y a le journal Israël Hayom, qui lui est tout à fait favorable à Benjamin Netanyahou, qui est financé par Sheldon Adelson, et qui là aussi annonce la couleur et a toujours soutenu Netanyahou. C'est en fait la raison d'être même de ce quotidien. Maintenant, pour les médias électroniques, moi, je pense qu'on a entendu toutes sortes de choses, favorables au Premier ministre, défavorables au Premier ministre. Je pense qu'il y a eu il y a eu une mobilisation, on ne peut pas dire. Il y a eu, dans le cadre de cette campagne Tout sauf Bibi, il y a eu aussi une mobilisation de certains faiseurs d'opinion dans la presse israélienne. Dans la presse, dans la presse et même sur la seconde chaîne de télévision, où il y a des gens comme Amnon Abramovitch qui sont des analystes, ou enfin des éditorialistes de la seconde chaîne qui sont, on va dire, viscéralement anti-Benjamin Netanyahou. Mais c'est vrai que dans le cadre de cette campagne générale, tout contre tout sauf Bibi, la presse a donné l'impression quelque part que tout était permis pour essayer de faire monter le camp sioniste. Et peut-être que parfois la presse n'a pas agi de manière tout à fait démocratique à ce niveau-là. Il a été très touché par les attaques. Même si, effectivement, il faut reconnaître que Benjamin Netanyahou a son journal, un journal qui lui est fidèle, et que peut-être de son côté, Sheldon Adelson aurait pu peut-être aussi allouer certain budget, plusieurs millions de dollars pour essayer de financer une contre-campagne dans la rue israélienne. On a le sentiment que la rue et les médias étaient plutôt orientés vers la gauche. Si vous me permettez, Jean-Charles, il y a quelque chose qui m'a ému ce soir, je vais vous le dire, je vais découvrir un petit secret, rien d'extraordinaire, mais c'est les larmes de sa femme. Lorsqu'il y a eu le résultat, j'étais dans le bureau avec lui, avec son fils, et elle a éclaté en sanglots, et elle a pleuré, il l'a pris dans les bras, et c'était un moment assez fort, parce que sa femme a été extrêmement attaquée. Et Netanyahou a dit dans cette campagne, attaquez-moi, arrêtez d'attaquer ma femme. Quand on est arrivé, je crois que chez nous en France, on a beaucoup plus de pudeur et de dignité sur ces questions. Les Israéliens, il y a eu les attaques ont été au-dessus de la ceinture à un niveau terrifiant, des histoires de consignes de bouteilles. On peut aimer ou pas aimer sa femme, mais ça a été trop bas. Et je vais vous dire, moi, ces larmes m'ont ému, et ces larmes ont aussi ému son mari. Je crois que c'était
il y avait un moment d'émotion. Netanyahou n'est pas quelqu'un de très émotif, on va dire comme ça. Mais les larmes de sa femme, je pense, ce soir, l'ont touché. Bon, dire un mot là-dessus, sur ce climat Oui, enfin, je crois qu'il faut éviter de contester dans une élection la façon dont elle s'est tenue. Je veux dire, vous avez une presse libre qui a le droit de prendre parti pour tel ou tel candidat, qui a le droit de critiquer le Premier ministre sortant. C'est la démocratie, ça fait partie du débat. Et alors, essayer de mettre en avant des espèces de thèses où il y aurait eu des influences extérieures, c'est pas bon pour la démocratie. Et d'ailleurs, votre première intervention, c'était de dire, ben voilà, les Israéliens sont exprimés de manière démocratique. Et maintenant, c'est pour ça, moi je suis un peu gêné quand même par le fait de revendiquer une victoire. Parce que la démocratie, elle se poursuit par la formation d'une coalition. Et moi, quand j'entends le candidat travailliste, Bougie Herzog, qui dit « Voilà, moi, ce que j'ai envie de faire comme coalition », c'est ça que doit être l'attitude... que doit être. Non, mais je dis, le but, c'est pas de faire un pari. Est-ce que je suis majoritaire ou pas majoritaire? Il a fait 27 sièges. C'est un score remarquable. Donc les deux sont légitimes à dire. Excellente campagne. Les deux sont légitimes à dire. Voilà maintenant ce que je propose au pays et voilà sur quelle base je vais. Oui, mais il y a des alliances contre nature qui sont compliquées. D'allier Lapid et le parti orthodoxe, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut allier aujourd'hui le parti communiste et Dupont-Aignan? C'est compliqué. Non, mais je crois que la vraie attitude démocratique. Alors image en direct c'est de faire une proposition de gouvernement comme il le fait. Peut-être. On verra s'il le fait, s'il réussit ou pas. J'espère qu'il réussira. Image en direct de Benyamin Netanyahou, tout sourire. Vous le voyez qui arrive au siège. Donc au quartier général du Likoud à Tel Aviv. Le pupitre n'est pas loin. Il est en train de saluer ses partisans et puis il va sans doute prendre la parole. Vous voyez que les gardes du corps aussi sont très affairés. Parce que là, évidemment, pour eux, c'est le moment critique. Les bains de foule, en général, les services de sécurité n'aiment pas ça. Donc, il va prendre la parole. On va vous faire, évidemment, vivre ce discours qui va clôturer, sans doute, cette soirée électorale qui se poursuivra aussi demain, parce que demain matin, il y aura d'autres résultats, sans doute, plus affinés. Et vous aurez, évidemment, sur i24 News encore beaucoup d'éditions spéciales qui vous tiendront au courant de ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Mais donc, Netanyahou qui a le sourire, ses partisans également, parce que, ils pensent eux aussi qu'il va peut-être pouvoir former un nouveau gouvernement. On va l'écouter tout de suite en direct sur i24 News, le candidat du Likoud, Netanyahou. שרה, הוא הולך איתה בתוך הקהל ונוגע באנשים שהביאו לו את הפער הזה. וצריך לומר, אודי, שנתניהו נהנה מכל רגע של תשואות הקהל, של החיבוק החם שמרעיפים עליו כאן הליכודניקים. אפשר לראות את החיוך של האיש הזה. והנה הוא נושא את נאום הניצחון שלו. 33 שנים אחרי שהתחיל את הקריירה הפוליטית המסחררת, הוא קוסם. Alors on voit qu'il a beaucoup de mal à prendre la parole parce qu'il y a beaucoup de ferveur. Voilà, il a embrassé son épouse et il va maintenant peut-être pouvoir prononcer ce discours. Mais on voit qu'il y a beaucoup de joie dans le camp des partisans de Netanyahou, ce qui est normal parce que, encore une fois, les sondages le donnaient distancé ces derniers jours par l'Union sioniste et que donc ce soir il est au moins à égalité selon les premières estimations. Voilà le couple Netanyahou à l'image et vous allez entendre donc le discours qu'a préparé Benyamin Netanyahou. Tout de suite on vous le traduit évidemment en direct sur i24 News dès que les applaudissements vont baisser un petit peu d'intensité. 28 מנדטים לבנימין נתניהו, שמגיע הערב הזה לכאן לגני התערוכה כמנצח הגדול, האיש שעמס את הקמפיין הזה על כתפיו בימים האחרונים. רבה לכם. ורשות הדיבור היא שלו. תודה רבה לכם. ידידיי, mes amis, אזרחי ישראל. citoyens d'Israël,
Merci à vous. קהל צועק, לא רוצים אחדות. מילה במילה, לא רוצים אחדות. Merci. Chers amis, alors qu'on ne s'y attendait pas, contre toute attente, nous avons obtenu une grande victoire pour le Likoud. Nous avons obtenu une grande victoire pour le camp national avec le Likoud à sa tête. Nous avons obtenu une grande victoire pour notre peuple. Je suis fier. Je suis fier du peuple d'Israël qui, au moment de vérité, a su séparer le grain de l'ivraie et défendre l'essentiel. Pour défendre les choses importantes pour tous, la véritable sécurité, l'économie responsable, oui, et aussi au bien-être social pour lequel nous sommes engagés. Voilà les choses importantes pour chaque famille, pour chaque père, pour chaque mère, pour chaque jeune couple, pour chaque soldat, chaque soldate, pour chaque citoyen, pour chaque citoyenne, pour tous les citoyens d'Israël, juifs et non-juifs, à égalité. Vous êtes tous importants. Vous êtes tous importants à mes yeux. Maintenant, nous devons mettre en place un gouvernement fort et stable qui défendra la sécurité et le bien-être de tous les citoyens d'Israël. De grands défis importants nous attendent. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais je peux vous dire avec certitude que nous tenons devant des défis politiques et sécuritaires et des défis économiques et sociaux. Nous avons promis de nous occuper des prix du logement et de l'abaissement du coût de la vie, et nous le ferons. J'ai parlé ce soir avec tous les chefs de partis, des partis du camp national. Je les ai appelés à se joindre à moi afin de mettre en place en Israël un gouvernement, et ceci très rapidement. Parce que la réalité ne s'arrête pas. Les citoyens d'Israël attendent de nous que nous mettions en place rapidement une direction responsable qui travaille pour eux, et c'est ce que nous allons faire. Je voudrais vous remercier, chers amis du Likoud. Vous avez fait preuve d'un esprit de combat extraordinaire jusqu'au dernier moment. Contre des forces extraordinaires, vous avez résisté, vous l'avez fait. Je suis fier de vous, je vous aime.
Je voudrais remercier mes amis ministres et députés et aux nouveaux candidats pour la Knesset qui vont rentrer à la Knesset et à toute l'équipe formidable du Likoud. C'est la meilleure. Je voudrais remercier les maires, les directeurs des différents groupes, les bénévoles, hommes et femmes, tous nos amis, tous nos activistes et toute l'équipe qui s'est occupée de la campagne électorale. Mon Dieu, qu'est-ce que je vous ai mis sous pression. Qu'est-ce que vous avez fait pression. Bravo, chapeau, chapeau. À vous. Je voudrais remercier c'est vous qui êtes magicien, c'est vous qui êtes magique. Vous, les membres du Likoud, des villes de développement du Nord, du Sud, du Centre, vous êtes tous ces membres du Likoud qui représentez le peuple. C'est ça, le peuple d'Israël, c'est le Likoud. Je voudrais vous remercier, citoyens d'Israël, chacun et chacune d'entre vous, d'être venus aujourd'hui aux urnes pour voter pour nous. Je vous remercie de tout cœur. Je voudrais remercier mes fils extraordinaires, Yair et Avner, qui m'ont aidé tellement. Leur gentillesse et leur intelligence. Oui, on va arriver à la mère des fils, mais d'abord les fils qui m'ont aidé par leurs bons conseils, et ce sont eux qui me lient aux racines de cette jeune génération en Israël. Merci mes fils. L'un d'entre eux d'ailleurs est actuellement ailleurs. Et je voudrais remercier mon épouse aimée Sarah. Jabotinsky disait, qu'est-ce qu'une femme? Une femme, disait-il, est tissée de fils d'acier et de soie. Et je vous dis, des fils de soie et d'acier. Quel parcours de souffrance tu as vécu à mes côtés. Quelle force d'âme as-tu, mon épouse, et quelle force d'âme tu m'as donnée. Enfin, je tiens à remercier chacun d'entre vous, citoyens d'Israël, pour la foi dans la démocratie israélienne, pour la foi dans notre pays seul et unique. Avec votre aide et avec l'aide du Tout-Puissant, nous défendrons notre pays ensemble et Jérusalem restera pour toute éternité, de génération en génération. Israël vivra. Merci à tous. Voilà, donc retour ici en studio après ce discours. Première intervention de Benjamin Netanyahou. C'était un discours, vous nous l'aviez annoncé tout à l'heure, Meir Habib, qui était empreint d'émotion, notamment avec son épouse Sarah Netanyahou, qu'on a vu très émue aussi. C'était un peu ce que
Je vous l'ai dit, il a été très marqué durant toute cette campagne par les attaques contre sa femme. Bon, maintenant, on revient dans la politique. Donc, c'était un discours avec beaucoup d'émotions, on parlait de sa famille. Il n'est pas rentré dans le fond des choses, on va dire. Non, comme ça. il a en tout cas parlé de la victoire, clairement, dans Raven Sapir, qui pour lui ne fait aucun doute, là, ce soir. Oui, et puis encore une fois, les chiffres, on l'a dit à plusieurs reprises, les chiffres parlent pour lui, effectivement. Bon, il peut s'avérer, il peut s'estimer vainqueur de ce scrutin électoral. Il peut, a priori, on l'a dit, rassembler une coalition gouvernementale cohérente. Mais on peut avoir encore des surprises sur les résultats définitifs, puis des surprises peut-être éventuelles sur les alliances qui pourraient donner lieu à telle ou telle coalition. De l'autre côté, du côté de Erdogan et de l'Union sioniste, officiellement en tout cas, on ne baisse pas les bras. Shelley Yachemovitch, l'ancienne présidente du Parti travailliste, a annoncé qu'il y avait un bloc solide de députés qui pourraient recommander Yitzhak Herzog. Mais encore une fois, d'après les chiffres dont nous disposons des 3 grandes chaînes de télévision israéliennes, Benjamin Netanyahou peut estimer qu'il a en main un gouvernement stable et cohérent avec Kahlon qui peut bien évidemment faire la différence. Pas de gouvernement Netanyahou sans l'appui de Moshe Kahlon. D'où le sourire affiché ce soir. Oui, il a parlé d'un gouvernement fort et stable. Il faudrait savoir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire un gouvernement restreint, fort et stable, ou un gouvernement d'union nationale fort et stable? Mais s'il avait peut-être sous-entendu la possibilité d'un gouvernement d'union nationale, les sympathisants, les militants de Likoud lui ont scandé pas d'union nationale, pas d'union nationale. Donc le message semble être clair. Ce qui est intéressant, c'est que Daniel, c'est que Netanyahou a dit dans cette allocution qu'il s'était entretenu avec les leaders de ce qu'il appelle le camp national, c'est-à-dire les autres leaders des autres formations de droite. Mais apparemment, il ne s'est pas entretenu avec Yitzhak Herzog. Bon, allez, on arrive au terme de cette longue soirée électorale. J'espère que ça vous a tenu en haleine, tout comme nous, parce que c'est vrai qu'il y a du suspense. C'est pas fini d'ailleurs encore, vous l'aurez compris. Jean-Marc Germain, merci, député socialiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être venu nous donner votre regard, justement, français, de politicien français sur ce scrutin israélien, qui n'est pas donc encore bien terminé. Merci Meir Habib, député des Français de l'étranger pour l'UDI. Merci à Daniel Haïk. Merci à Raven Sapir, puis merci à tous ceux qui ont travaillé ce soir. Ils sont nombreux pour vous offrir cette soirée électorale, et notamment tous les envoyés spéciaux et tous ceux qui étaient là ici dans la rédaction mobilisée. Très bonne nuit sur i24 News et puis l'info continue.